Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce matin pour cet event sur les IA Act européens. Et je suis Gisela Sanchez, directrice des projets des affaires européennes au sein des finances innovation, pôle de compétitivité de la finance digitale en France. Installez-vous. Donc aujourd'hui, je suis ravie, comme d'habitude, d'accueillir Bartel à l'initiative de cette thématique-là. Donc, Mathilde, toujours ravie de vous savoir au Palais Brongniart. Et pour la première fois aussi, on accueille Eska et Dean, aussi ravie de vous savoir. Aussi, toujours au début de discussion pour apporter ce sujet-là. Donc, merci beaucoup. Je pense qu'on a préparé une table ronde, une discussion très, très intéressante. Donc, je ne monopolise pas la parole parce que je pense que les experts ont beaucoup de choses à vous dire. Donc, voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser à la fin de la séance. Et je vous souhaite une excellente séance et merci. Merci Gisela. On est de nouveau très heureux d'être ici. Merci Finance Innovation de nous offrir ce cadre incroyable du Palais Brongniart pour recevoir tout le monde. Donc moi je suis Mathieu Gosselin, je suis associé chez Bartel, je suis en charge des services financiers. Deux sujets qui m'intéressent particulièrement. Bartel est un cabinet pluridisciplinaire, on intervient sur plein de sujets. Moi il y a deux sujets qui m'intéressent particulièrement qui sont la durabilité et l'IA. Et je le dis parce que c'est la raison pour laquelle on se connaît avec Deyan, qui dirige l'Institut pour l'IA et la durabilité. Et du coup, nous, quand on a vu la réglementation, le cadre réglementaire sur l'IA, ça nous a extrêmement intéressés parce qu'on pensait que ce cadre, il était nécessaire. Néanmoins, une fois qu'on a dit que le cadre est nécessaire, je pense que les craintes sont tout à fait légitimes. Les craintes de frein à l'innovation, de tuer le bébé dans l'œuf, enfin le poussin dans l'œuf. Je pense que c'est des craintes qui sont légitimes. Néanmoins, face à des craintes, face à des menaces, je suis aussi convaincu qu'il y a des opportunités. Et donc, je suis très content qu'on ait pu designer cet event aujourd'hui qui va avoir lieu en 2 temps. On va avoir un premier temps avec Deyan et Caroline Goupil qui seront là pour décrypter le cadre législatif. De quoi on parle? On va prendre une petite demi-heure pour vraiment comprendre de quoi on parle. Quel est ce cadre? Et puis, on va avoir un deuxième temps. Là, on va plutôt avoir une table ronde avec des regards croisés de corporate, d'entreprises qui vont nous dire, témoigner sur, au sein de ce cadre, qu'est-ce qu'on anticipe justement comme opportunité, comme menace pour essayer de se projeter demain sur l'application de ce cadre. Donc, on est très heureux de vous avoir tous ici en présentiel. Vous êtes très nombreux à distance. Donc, on est content de voir que le succès intéresse. Merci. Et puis, bonne conférence. Alors, je vais dire un tout petit mot aussi. Alors, d'abord, pour vous remercier Finance Innovation de nous accueillir ce matin. Remercier également Bartel pour cette collaboration sur cet événement et d'autres sujets, évidemment. Donc, moi, je suis Deyan Glavas, je travaille à l'Institut AI for Sustainability, qui est un institut interdisciplinaire. Qui travaille, comme l'a précisé Mathieu, sur les questions d'IA et de durabilité. Alors, notre objet principal est de produire de la recherche académique. On travaille également sur tout ce qui est livre blanc, policy paper. Et on travaille également en conseil aux régulateurs. Donc, la question de l'EU AI Act nous intéresse en premier lieu. Et justement, cet événement va être à la fois, comme l'a précisé Mathieu, intéressant pour ceux qui connaissent moins la régulation. Vous allez le voir, il y a beaucoup, finalement, dans l'enquête qu'on a pu faire, beaucoup d'entreprises qui nous disent ne pas connaître tout simplement le cadre réglementaire et puis en connaître un peu mieux les implications grâce aux entreprises qui vont présenter par la suite. Voilà, un grand merci et donc on va commencer avec la première table ronde. Merci. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Caroline Goupil, avocate au sein de BCTG. Et BCTG, c'est un cabinet d'avocats qui est spécialisé dans le droit des affaires. Et moi, je suis en charge des sujets IT et data au sein de ce cabinet. Alors, et aujourd'hui, je suis chargée de vous présenter le règlement sur l'intelligence artificielle. C'est un règlement qui est pas forcément évident à aborder. Donc, l'objectif n'est pas forcément de rentrer dans les détails, mais plutôt de vous faire une présentation générale de ce que dit ce règlement pour vous donner au moins un aperçu. Voilà.
Bon, c'est pas grave, le temps que ça s'allume, je vais démarrer. Alors, un des points déjà d'information, c'est que le règlement, c'est un règlement européen qui est entré en vigueur cet été, donc le 1er août 2024. Après plusieurs années de discussion au niveau européen sur ce projet, au moins 3 ans de mémoire. Donc voilà. Et ce qui est important aussi à savoir, c'est que c'est un règlement, donc il est d'application immédiate au niveau national. On n'a pas besoin de loi de transposition pour ce règlement. En revanche, bien évidemment, le règlement a prévu quand même un calendrier pour permettre aux entreprises de se mettre en conformité. Et alors, si j'ai la chance de vous présenter les slides, je pourrais vous donner ce calendrier un petit peu plus tard. La deuxième information qui me semble importante, c'est que c'est une première mondiale parce que c'est le premier texte législatif à portée générale sur l'intelligence artificielle. L'objectif au niveau européen, c'était d'avoir un cadre harmonisé sur l'intelligence artificielle, de réguler en conformité avec les valeurs de l'Union européenne, mais ceci tout en assurant la promotion de l'innovation. Donc ça va être le sujet de notre discussion tout à l'heure. Mais l'objectif premier quand même au niveau européen, c'était de s'assurer que l'IA reste une technologie au service de l'homme et s'assurer que ça soit une technologie qui reste digne de confiance. Donc voilà, donc c'était vraiment l'ambition au niveau européen de ce règlement. Et donc ce règlement vient donner un cadre législatif pour le développement, la mise sur le marché et l'utilisation des systèmes d'intelligence artificielle. Le troisième point important, c'est que il impacte toute la chaîne des acteurs au niveau de l'intelligence artificielle. Donc on va être concerné par ce règlement si on est fournisseur et fabricant des systèmes d'intelligence artificielle, mais on est également concerné par ce règlement si on est distributeur, importateur, représentant et également utilisateur. Donc, au sein du règlement, on parle des utilisateurs comme les déployeurs. C'est une notion qui est volontairement utilisée par le règlement pour faire une distinction entre les utilisateurs finaux, donc les personnes physiques, et les déployeurs qui sont finalement les entreprises, les personnes en fait qui vont utiliser à des fins professionnelles le système d'intelligence artificielle. Donc le règlement, c'est une nouveauté mondiale, c'est un texte à portée générale, il est d'application immédiate, on n'a pas besoin de texte au niveau national. L'ambition, c'est d'harmoniser au niveau européen et de donner un cadre réglementaire. Il impose des obligations à l'ensemble des acteurs de la chaîne de l'intelligence artificielle. Et pour terminer sur ce début de présentation, c'est un règlement qui a une approche par les risques. Donc en réalité, tous les systèmes d'intelligence artificielle ne sont pas concernés de la même manière par ce règlement. On a d'abord des pratiques qui sont considérées comme interdites. Donc en février 2025, on sait que des systèmes d'intelligence artificielle qui pouvaient exister seront interdits parce qu'on a considéré que ces pratiques étaient contraires aux droits fondamentaux. Donc voilà, ça c'est et je vais vous donner quelques exemples. Il y a 8 pratiques qui sont considérées comme interdites, mais j'en ai relevé 3 pour vous donner un aperçu de ce qui est considéré comme vraiment portant atteinte soit à la sécurité, soit à la santé, soit aux droits fondamentaux. Donc ce sont les SIA qui établissent une notation sociale conduisant à des décisions préjudiciables, injustifiées, disproportionnées ou défavorables. Donc ça, ce sont des SIA qui sont, quand je dis SIA, c'est système d'intelligence artificielle. Ce sont des SIA qui seront considérées comme interdites. Les SIA qui exploitent les vulnérabilités d'une personne. Donc on parle de vulnérabilité, on parle notamment de l'âge, de l'handicap et aussi de la situation sociale ou économique d'une personne. Et enfin, parmi mes 3 exemples, parce qu'encore une fois, il y a 8 pratiques interdites, ce sont les SIA qui utilisent des technologies subliminales ou délibérément manipulatrices ou trompeuses.
Voilà, donc à partir de février 2025, ces SIA sont interdites. On a ensuite des SIA qui vont être considérés comme à haut risque. Donc là, je vais pas rentrer dans le détail parce que c'est assez complexe pour déterminer quels sont les SIA qui sont considérés comme à haut risque. Il y a une annexe qui prévoit une liste de domaines dans lesquels les SIA sont considérés systématiquement comme à haut risque. Et il y a une autre annexe qui prévoit aussi d'autres SIA qui sont considérés comme à haut risque. Et généralement, ce sont des SIA qui sont intégrés dans des composants de produits qui sont hautement réglementés. Comme, alors j'ai noté, il y avait les jouets, les dispositifs médicaux in utero, et après j'ai plus en tête exactement les autres produits. Et pour ce qui se concerne les domaines, il y a un certain nombre de domaines qui sont effectivement classifiés comme des SIA à haut risque. Tout le domaine de la biométrie, globalement, est considéré comme un SIA à haut risque. Le domaine de l'éducation et de la formation professionnelle également. Et ensuite, je voulais en citer deux autres pour vous donner des exemples. Ce sont les SIA qui sont destinés à évaluer la solvabilité des personnes pour établir une note de crédit. Et aussi les SIA qui sont destinés à évaluer les risques et la tarification des personnes en matière d'assurance vie et d'assurance maladie. Donc ça, ce sont également des SIA qui sont considérés comme à haut risque. Donc principalement, la réglementation vient donc imposer des obligations à l'ensemble des acteurs de ces SIA. Il y a d'autres SIA qui sont concernés par la réglementation, celles qui sont considérées comme à risque modéré. Donc on a des pratiques interdites, on a les SIA qui sont à haut risque, et on a ensuite les SIA à risque modéré. Pour ces SIA, globalement, il y a des obligations de transparence. Et pour terminer, tous les SIA qui sont considérés comme des risques limités, qui sortent globalement du champ de la réglementation, avec quand même une obligation globale pour toutes les entités qui utilisent, exploitent des SIA, c'est l'acculturation. C'est un des premiers fondamentaux de ce règlement, c'est que les entités ont un devoir d'acculturer son personnel pour faire comprendre à son personnel les risques liés à l'utilisation et à l'exploitation des systèmes d'intelligence artificielle. Voilà. Et pour terminer, parce que on parle de systèmes d'intelligence artificielle, mais le règlement vient aussi réglementer les modèles d'IA à usage général. Donc, on a des obligations qui sont spécifiques pour ces modèles. Il y a des obligations plus importantes lorsque les risques sont systémiques. Mais voilà, donc c'est assez complexe, c'est un peu un millefeuille d'obligations. Mais voilà pour cette présentation générale sur le règlement sur l'intelligence artificielle. Ah ben, mais j'ai un truc. Ouais. Voilà, je voulais aussi vous donner une présentation de la réglementation européenne qui est assez riche au niveau européen sur les nouvelles technologies de manière générale, parce que on parle du règlement sur l'intelligence artificielle, mais en fait ce règlement, effectivement, il va s'imposer à toutes les personnes qui utilisent et exploitent les systèmes d'intelligence artificielle, mais ça ne va pas être le seul. On a une multitude de réglementations qui s'appliquent. Je vais vous donner deux exemples. Un exemple assez facile, parce que maintenant on l'a quand même bien intégré dans notre quotidien, c'est le RGPD. Lorsque le système d'intelligence artificielle traite de la donnée à caractère personnel, on va continuer à être soumis au RGPD en plus du règlement sur l'intelligence artificielle. C'est pas maintenant qu'on a une réglementation sur l'intelligence artificielle, le RGPD s'applique pas. Non, c'est vraiment c'est un cumul, un millefeuille de réglementations qui vont s'appliquer. Un autre exemple, c'est le Data Act, qui est un règlement qui impose un certain nombre d'obligations pour les fournisseurs de produits connectés, fournisseurs utilisateurs, ouais, surtout pour les fournisseurs. Voilà, lorsque le SIA s'intègre dans un produit connecté, le Data Act va également s'appliquer. Et donc, pour le fournisseur, il y aura en plus notamment des obligations de transparence, d'interopérabilité et d'accessibilité de la donnée. Alors, je parlais tout à l'heure des différents niveaux de risque. On a parmi ces niveaux de risque les systèmes d'intelligence artificielle à haut risque qui prévoient, c'est vraiment pour ces systèmes d'intelligence qu'il y a de plus d'obligations.
Alors, je vais pas rentrer dans le détail de toutes les obligations parce que ça va être très long et pas forcément très utile aujourd'hui. Mais je voudrais vous donner un petit aperçu quand même des obligations qui sont à la charge des fournisseurs qui supportent le plus d'obligations sur ce règlement, et également les obligations qui sont à la charge des utilisateurs, donc les déployeurs, parce que il faut vraiment avoir conscience que c'est un règlement qui vient encore une fois imposer un niveau d'obligation non pas que à ceux qui fournissent la solution, mais aussi ceux qui l'utilisent. Donc pour les fournisseurs, globalement, on a une obligation. Alors déjà, on a un marquage CE qui est prévu. Donc qui va rendre les choses assez complexes. Et ensuite, on a une obligation de construire une documentation assez importante, notamment avec une notice d'information sur les utilisateurs, de réaliser une analyse d'impact sur les droits fondamentaux. Donc voilà, on va être obligé de créer l'ensemble de cette documentation, de créer le système d'intelligence artificielle de façon à éviter les risques de biais notamment, et donc s'assurer aussi que cette IA elle puisse toujours être contrôlée par l'humain. Donc il faut s'assurer que quand on développe l'IA, on va avoir cette possibilité de contrôle par l'homme. Donc ça, ce sont les obligations qui sont principalement à la charge du fournisseur. Et comme je le disais, on a aussi des obligations qui sont à la charge du déployeur. Pour ces obligations, ça va être principalement une obligation de conformité à la documentation. Donc, le fournisseur va soumettre une documentation utilisateur. Le déployeur va devoir se conformer à cette documentation et s'assurer donc qu'il l'utilise en conformité. Il va aussi avoir une obligation de surveillance humaine. Donc, on l'a vu, le fournisseur doit créer son SIA de façon à ce que le SIA puisse être contrôlé par l'homme. Donc, ça veut dire que l'utilisateur va devoir surveiller son SIA de façon à s'assurer qu'il se comporte comme il devrait se comporter. Et enfin, lorsqu'il en a le contrôle, parce qu'il n'en a pas toujours le contrôle, il va devoir aussi tenir un registre des logs et veiller à la pertinence de ses données d'entrée, la pertinence, la complétude, etc. Et pour terminer sur l'utilisateur, on a globalement un rôle d'utilisateur quand on est simple utilisateur, mais il est aussi très facilement probable de passer dans la catégorie des fournisseurs dans certains cas. En fait, si par exemple, on utilise une SIA pour une destination qui n'est pas celle qui était prévue par le fournisseur, alors on va devenir fournisseur. Lorsqu'on modifie de manière substantielle le SIA, on va devenir aussi fournisseur, et lorsqu'on exploite le SIA sous son nom, on va aussi devenir fournisseur. Donc attention à cette casquette de fournisseur utilisateur. Voilà, alors j'en parlais tout à l'heure, on a les slides maintenant, donc vous pouvez voir le calendrier de mise en conformité. Globalement, il y a plusieurs dates. Donc le 1er août, c'était l'entrée en vigueur du règlement. Le 2 février prochain, on a toutes les pratiques qui sont considérées comme interdites. Ensuite, le 2 août de l'année prochaine, je me rappelle plus exactement, mais on a toutes les règles qui s'appliquent pour les modèles d'IA à usage général qui vont s'appliquer. L'année suivante, c'est l'ensemble du règlement qui s'applique, sauf pour tous les SIA qui sont intégrés comme des composants à des produits hautement réglementés. Pour cela, il faudra une année de plus parce que c'est plus compliqué. Et pourquoi c'est plus compliqué? Parce que comme ce sont des produits qui sont déjà très réglementés, souvent il y a déjà des marquages CE, etc. Et en fait, il va falloir travailler ensemble entre les différentes autorités pour s'assurer que ça ne crée pas une complexité supplémentaire pour les entreprises, et voir comment ils peuvent créer des liens entre déjà les produits hautement réglementés et cette nouvelle réglementation, comment ça va s'articuler ensemble. Donc, il faut un peu plus de temps. Donc le règlement a prévu 1 an de plus pour se mettre en conformité. Donc ça, c'était sur la présentation du règlement sur l'intelligence artificielle. Avant de laisser la parole à Deyane, je vais juste vous donner un petit aperçu de ce qu'il faut faire pour se mettre en conformité. Alors, la première chose, c'est d'établir un programme de conformité et démarrer par un programme de formation et d'acculturation. On l'a vu tout à l'heure, c'est une obligation qui est portée par l'ensemble des entreprises qui utilisent ou mettent en place des systèmes d'intelligence artificielle. Et ensuite, il va falloir établir une cartographie de l'ensemble des SIA qui sont utilisés et exploités au niveau de l'entreprise,
pour déterminer le niveau de risque associé à chacun de ces SIA, le rôle qui est joué par l'entreprise. Est-ce que lorsque je l'utilise, je ne suis que utilisateur? Est-ce que je suis fournisseur, distributeur, etc. Et donc en conclure quelles sont les obligations qui sont associées à ma qualité d'entreprise lorsque j'exploite ce SIA, et ensuite dérouler toutes les obligations qui sont imposées par le règlement. Avec un focus aussi sur les polices d'assurance. Il faut qu'on vérifie aussi si les polices d'assurance assurent bien les niveaux de risque associés au système d'intelligence artificielle qui sont envisagés par l'entreprise. Donc ça, c'est le programme de conformité de manière globale. On a, pour terminer, je vous ai présenté un peu les mises en conformité côté fournisseur et côté utilisateur, donc déployeur. Côté fournisseur, ce qui va être important, c'est de documenter l'utilisation au-delà bien évidemment de toutes les obligations qui sont prévues par le règlement, mais ça va être de documenter l'utilisation qui doit être faite du système d'intelligence artificielle pour permettre ensuite à l'utilisateur d'utiliser correctement, et aussi de donner tous les niveaux d'information qui sont requis pour permettre à l'utilisateur de l'utiliser correctement. Et ensuite se poser la question de savoir si l'utilisateur a une possibilité d'utiliser le SIA différemment, qui entrerait dans une catégorie de risque plus élevée, soit un SIA à haut risque, soit un SIA à pratique interdite, et comment on le règle contractuellement. Est-ce qu'on l'interdit? Si c'est une pratique interdite, il va falloir l'interdire. Mais si c'est une utilisation qui permet du coup un usage et qui fait rentrer le SIA à une catégorie à haut risque, est-ce qu'on l'autorise? Si oui, est-ce que la politique financière doit être différente, etc. Pour le déployeur, au-delà de la formation et de l'adhésion du management qui me semble important, il va falloir aussi certainement mettre en place une charte sur l'IA, comme on l'a fait pour le RGPD, pour que les entreprises déterminent quelle est leur vision de l'IA, comment elles veulent intégrer l'IA au sein de l'entreprise, quels sont les objectifs, quelles sont les interdictions, pour ensuite permettre à Searchart, aux personnes de gouvernance en fait, de faire en sorte que Searchart soit suivi du début jusqu'à la fin lorsqu'on sélectionne un SIA, etc. Et pour terminer, il va falloir aussi certainement adapter les processus de sélection lorsqu'on est utilisateur. Si on utilise un outil, on fait appel à un fournisseur. Donc certainement mettre à jour les questionnaires de sélection de ces outils pour intégrer justement cette réglementation sur l'IA, comme on l'a fait déjà à l'époque pour le RGPD, comme on le fait aujourd'hui sur les aspects sécurité qui sont de plus en plus renforcés d'un point de vue réglementaire. Il va falloir le faire aussi pour le règlement sur l'IA. Voilà pour cette présentation. Merci beaucoup pour cette présentation du texte. Alors, je vais moi aussi démarrer sans les slides, semble-t-il. Donc, moi, je vais faire un cadrage plutôt sur du point de vue de l'impact économique attendu du texte. Et puis, je voulais aussi faire un point sur le baromètre. On avait quelques questions. Donc, on a produit un baromètre sur l'IA et la durabilité qui était composé de 140 questions, dont une partie des questions était dédiée à la mise en conformité. Alors, pour information, ce baromètre qui date de cet été, qui s'est basé sur des données de début d'année. On a 400 répondants issus d'entreprises françaises et anglaises. Le baromètre est public. On l'a fait en partenariat avec Forvis Mazars. On l'a présenté cet été également en audition au Sénat. Donc le document est public. Il est assez long, donc si pour ceux d'entre vous qui veulent rentrer dans le détail des données, vous pouvez le faire. Et pour ceux qui n'ont pas le temps, il y a une synthèse au début. De rien. Alors, s'il vous plaît. Et donc du point de vue du cadrage économique, en fait,
au moment où l'EU AI Act a commencé à être discuté, on s'attendait à ce que les premières régulations qui touchaient en fait à l'IA soient plutôt des régulations de marché, qui s'attaqueraient plutôt à la question de la concentration, des oligopoles. C'est parfait, merci. Et finalement, la commission a décidé de commencer à travailler par la question, à commencer à réguler par l'angle sociétal, ce qui a été assez surprenant. Alors, un des arguments qui est souvent utilisé pour en fait, on va dire mettre à mal le texte, c'est la question du coût. Alors, je voulais en profiter pour justement exposer les études qui ont traité de cette question-là, pour, entre autres, expliquer que la question du coût est pas vraiment le sujet central, en fait. Hein. On en parle beaucoup dans les médias, mais la réalité, c'est que le coût de la régulation reste tout à fait négligeable. Alors, un des éléments, pour commencer, c'est grande partie du coût va être concentrée autour des IA à haut risque. Et donc, la commission a évidemment, avant de réguler, fait une recension à regarder qu'est-ce que ça représentait en termes de population régulée. Et on est sur 5 à 15% des IA, des systèmes d'IA. Il y a une étude indépendante du CEPS qui nous dit que c'est 10%. Donc, la majorité des coûts va porter sur, on va dire, environ 10% des systèmes d'IA. Premier point. Deuxième point, si on fait vraiment le calcul, on va dire, du coût total, donc en agrégeant les coûts de mise en conformité, les coûts de certification, on est sur environ 1 à 1,1 à 1,2 milliards d'euros, ce qui représente à peu près moins de 3% du marché de l'IA en Europe et moins de 0,01% du PIB. Donc on est encore une fois sur une régulation dont on parle beaucoup du coût, mais la réalité des estimations reste quand même, on est vraiment sur une régulation peu coûteuse en réalité. Si on le compare avec la RGPD, on est sur un rapport de 1 à 10, assez facilement. Alors, une autre preuve que c'est pas vraiment un sujet pour les parties prenantes, la commission, avant de travailler sur le texte, a produit un livre blanc et a fait un appel à consultation publique. Il a demandé aux parties prenantes, bon, qu'est-ce que vous pensez de ce projet de réglementation? Et on se rend compte que plus de 80% des répondants disent qu'en réalité, ne mentionnent pas du tout la question du coût. Par contre, ce qui est souvent mentionné sur les questions d'IA, c'est la superposition des textes et alors une problématique qui est plutôt une problématique liée au marché de l'IA de manière générale en Europe, c'est l'accès au capital. Vous allez souvent entendre des startups qui vont vous dire qu'ils ont des problématiques d'accès au capital pour grossir, pour embaucher notamment. Alors, si on regarde maintenant la question, donc on a parlé des SIA à haut risque. Si on parle des IA à usage général, il y a également une étude sur la question. On s'est rendu compte qu'en réalité, au regard des investissements dans la conception de ces modèles-là, encore une fois, la régulation représente un coût assez négligeable. Hein. On est sur moins de 2% du coût, enfin de l'investissement par modèle. Donc encore une fois, quand on entend beaucoup dans les médias la question des grandes entreprises de l'IA qui vous disent le coût est un frein pour nous, ça nous empêche de rentrer dans le marché européen. La réalité, c'est que ça ne vient pas de là. C'est pas la problématique centrale. Là où il y a un sujet, et ça, les études en amont l'avaient déjà identifié, c'est pour la question des PME, PME, TPE. Et s'agissant de coûts, les coûts de réglementation sont des coûts fixes. Donc, en proportion, si vous voulez, de l'activité, ces coûts fixes représentent une plus grande part. Et donc là, à ce niveau-là, on a vraiment effectivement une question
qui est comment les PME, TPE vont faire face à ces coûts. Alors là, je vous ai mis vraiment la situation maximale, c'est-à-dire une TPE, PME qui n'a absolument aucun système en place actuellement. Pour une IA au risque, le coût de la régulation est estimé à environ 300 000 euros pour une TPE. Donc effectivement, il y a un sujet à ce niveau-là. Alors, on parle beaucoup du coût de la régulation, on parle moins des bénéfices, alors qui sont difficiles à évaluer. C'est-à-dire quel est le bénéfice économique à avoir, à respecter les droits fondamentaux des citoyens. Alors il y a quand même un bénéfice économique à cela, qui est que, si vous voulez, problématique en Europe de confiance des citoyens dans l'IA. Une enquête récente nous dit que 37% des Européens considèrent que l'IA est une menace. Donc la régulation est quelque part un élément qui va venir dire à aux citoyens européens que l'UE s'intéresse aux dangers, aux risques que représente l'IA. Deuxième point sur lequel je voulais insister, c'était aussi sur la question de la concurrence, de l'avantage compétitif. C'est-à-dire qu'avoir une régulation plus avancée va également nous permettre de construire un écosystème de RegTech assez conséquent. Alors, on parle d'un marché d'environ 2 milliards de dollars, au marché global, avec surtout des perspectives de croissance à 16 ou 17% par an sur les 10 prochaines années. Donc, on a en même temps on a la possibilité de créer un écosystème de start-up, d'entreprises qui ont une expertise dans la réponse à de la régulation sur de l'IA. Maintenant, la question va être, est-ce que nos entreprises, les entreprises européennes, seront entrer dans le marché et bénéficier de cette situation. Et je vais terminer sur le baromètre. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure. Juste quelques chiffres. 20% des entreprises nous disent qu'elles ont eu des difficultés dans la mise en place de l'IA. Alors, ce qui est intéressant dans le baromètre, c'est que ces mêmes entreprises nous disent sont également les plus matures sur les questions d'IA, les mieux équipées, les mieux préparées aux réglementations futures, les mieux équipées en personnel, les mieux formées. Donc, nous, on plaide vraiment, après la lecture des nombreuses questions du baromètre, à une approche test and learn, qui a l'air de fonctionner du point de vue de la maturité des entreprises sur ce sujet. Et le deuxième point, c'est qu'il y a un problème dont je vous parlais tout à l'heure de méconnaissance du texte, ce qui est aussi une des raisons de la présentation d'aujourd'hui, c'est essayer vraiment de faire prendre conscience aux entreprises qu'elles vont devoir se mettre en conformité. Et ça, on le voit dans les chiffres, en début d'année. Donc, on avait quand même un quart des entreprises qui nous disent ne n'avoir absolument aucune idée de ce que seront les réglementations européennes sur le sujet. Donc, c'est vraiment un point qui est assez clé pour nous, c'est rendre connu déjà ce texte avant de pouvoir l'appliquer. Et un dernier point aussi, il y a une grosse différence culturelle entre français et anglais, où vraiment cette approche, on va dire, de test and learn est beaucoup plus marquée en Angleterre, au Royaume-Uni, qu'elle ne l'est en France. Donc, parmi les nombreuses différences culturelles, on voit qu'il y a vraiment un frein. Les entreprises françaises, les répondants français semblent un peu se limiter sur les sujets d'IA. Alors, je vais terminer sur un dernier chiffre. Un sondage d'avril de cette année nous dit que 8 Français sur 10 n'ont même pas essayé l'IA générative, n'ont même pas testé l'IA générative. Donc, il y a vraiment une question d'appropriation du sujet. Voilà, donc c'était pour faire la transition avec les entreprises qui vont présenter. Donc, voilà, pour terminer, vraiment l'idée, c'est
voilà, prendre conscience, essayer de voir aussi cette réglementation comme une opportunité pour nos startups, aussi voir cette régulation comme une opportunité pour fiabiliser les systèmes d'IA. Voilà, je vous remercie. On les allume par défaut. Ah bon, on partage. 1, 2, 1, 2. Ça marche pas. Il faut essayer de... Qui marche pas. C'est moi qui l'ai. Ah non, c'est bon. Celui-là, il marche pas. Merci beaucoup, Caroline et Yann, pour cette présentation de très bonne qualité sur le fond du texte. Du coup, là, maintenant, on va rejoindre... donc, moi, je suis Norine Javid de Bartol, je suis senior manager. Je travaille beaucoup avec des clients de services financiers. Et en fait, je suis ravie aujourd'hui d'être accompagnée finalement d'un panel qui est très divers, de différentes industries et différents types aussi d'entreprises. Donc, on va continuer la discussion et surtout, on va essayer de comprendre comment, d'un point de vue opérationnel, sur le terrain, cet acte est appliqué ou en cours d'application. Donc, on va commencer par un tour de table, évidemment, pour que vous puissiez chacun vous introduire. Je vous laisse peut-être du coup la parole. Allez, je tente. Oui, c'est bon. Bonjour à tous. Donc, Christophe Bourguignat. Pour ma part, je suis cofondateur et directeur technique de Zelros. Donc, on est une entreprise d'une cinquantaine de personnes et on développe un moteur de recommandation et d'aide à la décision utilisé par les grands acteurs de la banque assurance, mutualisme et assurance, et donc qui utilise intensivement l'IA pour la décision. Donc évidemment, on est impacté par cette réglementation ainsi que d'autres, mais on pourra en parler. Bonjour, donc Alric Zappeni, je suis directeur Data IA et Chief Data Officer du groupe Crédit Agricole. Et donc j'ai deux casquettes. J'en ai une qui est autour des gouvernances Data IA, tant au sens métier qu'IT. Donc c'est peut-être ça un peu la spécificité. Et puis j'ai aussi ma casquette de fabricant, puisque j'ai un Data Lab Group et une AI Factory Group, qui lui a en charge de développer ou co-développer avec les entités du groupe Crédit Agricole des solutions qu'on appelle pionnières, c'est-à-dire qui répondent au fait d'être à la fois innovantes, industrielles, de confiance, responsables. Voilà. Bonjour, Guillaume Rabier, donc je suis du groupe Alstom qui fournit des solutions de mobilité durable à l'échelle mondiale, et le sujet mondial est aussi un point important parce que on est confronté à de multiples réglementations, non seulement les 10 évoquées dans le slide de Caroline, mais on en a l'équivalent sur quasiment toutes les zones, même si parfois l'Europe influence un peu. Moi, j'ai en charge d'écouter les clients, donc je suis plutôt à essayer de promouvoir l'innovation, mais je suis aussi sponsor en particulier de Generative AI au sein du groupe, et donc je vois aussi les limites d'adoption et de certification, de réglementation. Donc j'ai un peu entre les deux mondes. Bonjour, et moi je suis Nicolas Hernandez, cofondateur et CEO de 360 Learning, une scale-up française. On est présent aux US, en Allemagne, en Angleterre et en France. Et donc, on vend des solutions de e-learning, notamment pour des corporates de toute taille, mais aussi des très gros comme Michelin, Veolia, LVMH en France, ou des Air Canada, Accenture aux US. Et donc, on propose pas mal de fonctionnalités de Generative AI qui sont des améliorations incrémentales
de nos produits. Et évidemment, comme ça touche beaucoup aux collaborateurs, à la formation, à leurs données personnelles, mais aussi aux priorités de l'entreprise, on est un peu au milieu de tout ça, en disant qu'on regarde beaucoup dans le développement de produits à chaque fois le sujet juridique. Voilà, donc très très heureux d'apporter mon modeste témoignage, parce que je suis pas moi-même un expert, mais disons que d'un point de vue business, on fait des arbitrages continuellement sur le sujet. Voilà. Voici quelques résultats du... Merci. Préciser quels sont ceux qui utilisent de l'IA machine learning, de l'IA générative, de l'IA étendue, ou un mélange. On va rentrer, ça va être l'objet de la table ronde, on va rentrer dans les sujets. Merci à tous les quatre pour la présentation. En fait, on va mettre le pied dans le plat, comme je disais, et on va voir tout de suite. La première question, finalement, c'est comment vous êtes impacté par l'IA Act, et surtout, est-ce que ça freine aujourd'hui vos stratégies d'innovation, de technologie? Est-ce que ça remet en cause certains des modèles sur lesquels vous êtes en train de travailler ou que vous allez déployer? Voilà, quels sont les impacts comme ça en première réaction? Moi, j'étais content de mettre un peu les pieds dans le plat aussi en premier. Et globalement, par rapport à tout ce qu'on peut entendre médiatiquement, de la part souvent de mes camarades, et qui sont pour beaucoup des amis, moi, je suis assez en désaccord dans le sens où je pense que la réglementation de manière générale dans la technologie, et en particulier dans l'IA à ce stade, n'a jamais vraiment ralenti personne. Et j'ai coutume de leur demander de manière un peu provoque. J'étais à un dîner lundi au secrétariat d'État au numérique et tout le monde rouspète. Et moi, j'ai dit, mais est-ce que quelqu'un a un exemple d'une société qui a été ralentie ou empêchée, ou même d'un projet, sans parler d'une société? Et c'était marrant parce qu'il y avait 20 personnes et personne n'était capable de produire un exemple. Et donc voilà, il y avait pas, en tout cas ce jour-là, personne n'avait eu d'exemple. Alors c'est intéressant, moi je veux bien entendre des exemples. Je pense qu'il y en a, mais je pense qu'il y en a très peu. Et je pense que quand on les creuse, à mon avis, c'est des exemples qui ont été empêchés sans doute, disons à 80% d'entre eux pour des bonnes raisons, et peut-être que dans le peu d'exemples qu'on peut trouver, il y en a 20% qui auraient été empêchés pour des mauvaises raisons. Moi, la réglementation, je pense qu'il y a aussi une très mauvaise image qui vient d'Adobe, mais c'était plus ridicule qu'autre chose. Et puis de cette petite fenêtre de cookies qu'on valide tous, mais qui, je pense, a quand même, au-delà du côté ridicule, et je pense qu'elle a changé quand même des choses sur la manière dont, sans développer, mais je pense que ça, c'est quand même un facteur de changement. Voilà. Merci Nick. Donc aujourd'hui, chez 360 Learning, il n'y a pas d'inquiétude particulière? C'est du travail. Après, moi j'ai une General Counsel, elle est compétente, elle est bien payée, donc elle coûte un peu cher. Mais c'est pas 100% de son temps, et donc elle regarde les sujets, elle se tient au courant, elle prépare des choses. Ça coûte un peu d'argent. Après, ce qu'on a mentionné tout à l'heure, moi je suis content aussi de vivre dans un pays où on a ces protections en tant qu'individu. Donc après, en tant qu'entreprise, voilà, nous on a la chance de, à peu près, s'il y a des entreprises qui disent mais non, mais moi j'allais faire quelque chose, mais j'ai pas pu à cause de la réglementation. J'ai du mal à croire que ce soit vrai, parce que dans ce cas-là, fais-le. Ne fais pas la réglementation, personne ne va te tomber dessus si tu es d'une entreprise d'une taille telle que tu ne peux pas payer les quelques dizaines d'heures de travail qu'il faut de friction. C'est-à-dire que tu n'as pas de clients et donc pas d'impact. Et il y a aussi une sorte de, quand même, de pragmatisme de facto, même s'il n'est pas inscrit dans la loi, du fait que le régulateur ne va pas aller embêter des gens qui ont des produits qui sont utilisés par 3 personnes. Donc, de fait, en fait, des toutes petites boîtes peuvent avancer. Il faut qu'elles soient pragmatiques aussi. Non, peut-être pour aller dans le même sens, mettez-vous à la place d'une entreprise effectivement qui développe actuellement une IA à haut risque, ou en tout cas critique, avec des milliers ou des dizaines de milliers ou des millions d'utilisateurs. Évidemment, c'est une entreprise qui a investi énormément en R&D, qui pourra mis au point ce système-là, elle a forcément
documenter, forcément des tests dans tous les sens. Évidemment, le système est le plus fonctionnel possible, c'est-à-dire pas biaisé, il fonctionne H24 parce que sinon les clients arrêtent d'acheter tout simplement. Et donc ce que je veux dire, c'est que quand l'AI Act effectivement dit quand on a un système d'IA à haut risque, il faut le documenter. Et on a l'impression que c'est de la paperasserie, mais pour moi, on a comme Monsieur Jourdain, nous on n'a pas attendu l'AI Act pour effectivement documenter et avoir des processus de validation d'IA, parce que tout simplement on n'aurait pas pu mettre au point notre système si on n'avait pas ce processus-là. Donc pour moi, c'est une sorte de continuité assez naturelle, et donc ça va pas être un grand bing bang où on va se dire allez, on va se mettre à redocumenter ou documenter, alors que finalement c'est déjà fait par obligation. Alors si je peux rebondir, le coût effectivement a été abordé. Moi je vois pas ça comme un coût, je vois ça comme un investissement. Déjà on n'est pas obligé d'avoir une réglementation pour faire les choses. Donc, pour moi la maîtrise de l'IA et le fait qu'on n'ait pas une boîte noire, qu'on sache comment ça fonctionne, c'est salutaire, notamment pour des banques. Pas oublier qu'on est des tiers de confiance et que par conséquent, on est quand même censé savoir ce qu'on met à disposition de nos clients, de nos collaborateurs. Et très clairement, sur la partie AI Act, on n'a pas du tout attendu que même avril 2021, on ait le premier texte qui sorte. On a aussi des régulateurs qui sont assez actifs, comme vous le savez. Donc, on a une réglementation préexistante avec le modèle risk management. Alors, qui est pas centré sur la protection des citoyens, des usagers, mais sur la protection de la banque, c'est-à-dire se prémunir contre le dysfonctionnement d'un système d'IA. Enfin, un modèle, c'est plus large que les systèmes d'IA. Mais néanmoins, on voit bien que ça dépend comment vous appréhendez le sujet. C'est-à-dire que si, pour vous, votre enjeu, c'est de dire je veux pas être en perte de maîtrise d'un composant qui éventuellement peut être critique dans mon système d'information, dans le service que je fournis aux clients, aux usagers, vous êtes quand même un peu obligé de documenter votre système, d'en évaluer les performances, de le monitorer, de vérifier la qualité des données, comment est-ce qu'elle évolue, de s'assurer qu'il n'y a pas de biais dedans, éventuellement des biais discriminatoires. Et donc, à tel point que quand on a transcrit le dernier texte là, de l'AI Act, effectivement, ça ne dit pas grand-chose sur les IA à risque faible. Et en fait, on s'est posé une question, mais prenons le raisonnement inverse. Est-ce qu'on imagine alors nous, on appelle ça cadre normatif IA Group, ça va plus loin qu'une politique ou une charte, c'est plus prescriptif, en fait, tout simplement. On s'est dit, mais est-ce qu'on accepterait de ne rien mettre sur les systèmes d'IA à risque faible, et donc, en ne mettant rien, d'entériner qu'on considère que c'est tout à fait normal si vous ne faites pas la qualité des données, la documentation du système ou l'évaluation et le monitoring des performances. On s'est dit, non. Et donc, du coup, on va le rendre obligatoire. C'est-à-dire qu'on est allé au-delà. Alors, évidemment, de manière proportionnée à l'enjeu. Il ne s'agit pas d'avoir des documentations extrêmement profondes sur des cas d'usage ou des IA, effectivement, dont l'enjeu métier n'est pas... il n'y a pas de risque spécifique. Mais néanmoins, c'est quand même une obligation, quoi. Et donc, c'est pour ça que je considère que c'est un investissement, parce qu'aujourd'hui, on est au tout début de la courbe d'adoption. Peut-être qu'il y a entre 5 et 10% de nos processus, de nos parcours clients où il y a de l'intelligence artificielle. Si on va vers une diffusion massive et que demain on est à 90-95%, on sera bien content d'avoir fait cet investissement nécessaire à la fiabilisation, la sécurisation, la compréhension en fait de nos systèmes d'IA. Et donc le coût, alors au-delà du fait que ça représente probablement 2-3% des coûts de fabrication de ces systèmes-là, moi, je vois vraiment pas ça comme une dépense inutile. Pour moi, c'est un investissement qui nous permet en fait de mieux appréhender l'avenir des systèmes d'IA dans nos systèmes d'information. Je vais aller toujours dans le même sens. Ça ne nous a pas freiné, ça c'est sûr. Je pense que comme la plupart des groupes, l'IA a commencé il y a déjà de nombreuses années. Nous, on travaille, mais comme la plupart de mes collègues, dans des environnements réglementés, donc on a l'habitude d'être en conformité avec tout un ensemble de règlements. C'en est un de plus. Et donc moi, je vais aborder deux choses. Le premier, c'est ce que Caroline évoquait, c'est que il y a une multiplicité de règlements qui sont en cours de fabrication. Pour la petite anecdote, nous on a fait un hackathon d'intelligence artificielle pour lire toutes les réglementations mondiales
sur la data, l'IA et tout ça. Donc ça nous a pris une petite journée avec des outils pour essayer de trouver des éléments communs. Donc nous, en tant qu'industriel mondial, c'est quand même un petit peu compliqué de gérer ça. Et le deuxième point qui est évoqué en filigrane dans les deux interventions, c'est le côté humain de l'intelligence artificielle et le besoin de formation des collaborateurs. On n'a pas l'IA génératif a déclenché. Je dirais que l'IA traditionnelle était dans un cercle plus refermé. L'IA générative a probablement plus ouvert et donné plus d'exposition au sein de l'entreprise sur les usages de l'IA. Et donc, on a une obligation, et donc ça s'est déclenché quasiment dans la foulée de la sortie de ChatGPT, c'est de dire il faut qu'on forme nos collaborateurs. Parce qu'il faut arriver à capter l'innovation. Donc ça, c'est extrêmement important de capter cette vague d'innovation. Mais deux, il faut pas faire n'importe quoi. Alors le premier risque qu'on avait évalué, c'était pas celui de la réglementation, c'était que les collaborateurs fassent fuir de l'information, du savoir-faire Alstom ou encore pire de nos clients vers ces systèmes très très ouverts, dont un peu boîte noire, on savait pas trop ce qui allait être fait des données qu'on exposait sur Internet. Donc la formation pour moi est un élément très important. Le fait d'avoir un cadre qui a été travaillé, je pense c'est aussi important. Ça n'empêche pas de se l'approprier, de se le décliner au sein de l'entreprise, mais ça permet de savoir sa référence. Et donc en conclusion, ça ne bloque pas sur l'innovation. Par contre, il y a quand même une complexité, en particulier quand vous devez adresser un marché mondial. Il faut quand même être en veille sur plein de règlements. Ouais, je rebondis. Pour moi, il y a deux sujets sur lesquels peut-être on pourrait progresser au niveau européen. Effectivement, cette histoire de la superposition, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'enchevêtrement entre beaucoup de réglementations. On voit d'ailleurs qu'on a tous du mal à le modéliser tellement il y en a. Les fils se touchent un peu partout, hein, et quand les fils se touchent, pour les électriciens, c'est pas très bon, quoi. Et puis le deuxième point, c'est aussi dans les modalités de fabrication de la réglementation. Bon, comme chacun sait, il y a du lobbying sur les réglementations. Le fait que un texte comme l'AI Act, il y ait des gens qui s'en sont emparés, qui ont fait le premier texte, mais qu'en fait à chaque changement de présidence, en réalité, on se réempare du sujet. Se réemparer du sujet, ça veut dire de nouveaux points d'impact de lobbying. En fait, on voit que c'est des textes qui ont une vie extrêmement tortueuse. Et ça, quand c'est tortueux, pour le coup, ça simplifie pas l'interprétation d'un certain nombre de concepts. Nous, on a décortiqué toutes les versions quasiment depuis avril 2021. Le plus compliqué, c'était presque de repérer les incohérences qui se créent d'un passage de relais à un autre et, on va dire, d'un lobbying à un autre. Et donc ça, potentiellement, je pense que ça pourrait être amélioré si finalement on avait un groupe d'experts désignés pour faire la réglementation et qu'il y avait beaucoup moins de changements d'orientation au fil de la maturation de la réglementation. Et on voit d'ailleurs que c'est pas fini, puisque souvent quand un texte sort, RGPD nous avait donné exactement ça, il y a des suites après, pendant des années, où il y a des choses qui se précisent, il y a des conditions, des modalités techniques entre experts qui sont élaborées. Donc ça, moi je pense que si quelqu'un pouvait y travailler au niveau européen, ça serait vraiment une très bonne chose, quoi. Et j'en profite pour poser la question, est-ce qu'il y a des groupes de travail aujourd'hui de place par industrie ou cross-industrie où vous discutez justement de l'implémentation? Alors, de l'implémentation, oui, on partage régulièrement avec nos confrères banquiers. Cross-industrie un peu moins, enfin, en tout cas moi j'ai pas l'impression qu'on n'a peut-être pas exactement les mêmes enjeux non plus. Et puis après, en fait, il faut voir que dans la banque, globalement, ce que je disais tout à l'heure, c'est on a quelque chose qui préexistait, qui est le modèle risk management. Ça date de mémoire de 2014, quelque chose comme ça. Donc, vous voyez qu'on a un petit peu de temps pour maturer les sujets. Et surtout, on fait le constat que, ça a été dit à un moment donné, les IA à risque élevé, dans la banque, une fois que vous avez le score d'aide à la décision sur les crédits, c'est un cas d'usage important. Mais la réalité, c'est quoi? Et là, ça va peut-être faire le rebond par rapport à l'idée reçue que la réglementation, il y en a de plus en plus, ça empêche, c'est toujours plus compliqué. Moi, il se trouve que dans mon parcours professionnel, j'ai été patron d'une cellule qui fabriquait des scores d'aide à la décision sur le crédit avant le RGPD. Et en fait, c'était plus compliqué, même avant le RGPD, les formalités qu'il fallait remplir. On remplissait un dossier qu'il fallait déclarer préalablement à la CNIL.
On est passé en RGPD dans une réglementation où finalement, c'est basé sur le fait qu'il y a une réglementation, on est censé la respecter. Si on la respecte pas, bon, effectivement, là, ça tape un peu fort, mais quoi de plus normal finalement. Et c'est souvent cet exemple-là, je le donne, parce qu'on a l'impression qu'à partir du moment où le RGPD arrive, mais c'est pas du tout vrai. Il y a des tas de cas d'usage en fait qu'on faisait avant, qui étaient même plus compliqués qu'une fois que le RGPD est passé. Et peut-être pour ajouter sur les groupes de travail, effectivement, on discute beaucoup avec effectivement nos pairs, etc. Et c'est l'occasion aussi de parler d'autres régulations. Je pense à l'assurance et la banque assurance, par exemple, pour ceux qui ont entendu parler, il y a une autre réglementation qui s'appelle DORA, qui va arriver donc sur la résilience en fait des services financiers, qui est directement lié effectivement indirectement à l'IA Act. Sur l'assurance, il y a une autre qui s'appelle la directive de distribution d'assurance, donc qui est le devoir donc de conseil en fait et l'obligation pour un service financier d'expliciter. Et d'ailleurs, la CPR, l'autorité de régulation, tape régulièrement effectivement sur les institutions financières, sur le manque de transparence et de clarification. Donc, sur que quand on comprend que quand une IA va aider à cette clarification. Donc, ce que je veux dire, c'est que finalement, nous on a des discussions plus intéressantes sur ces réglementations sectorielles, on va dire, qui touchent l'IA que parler de la l'IA en fait en général. Donc oui, on essaye de se rapprocher de nos secteurs et de parler concrètement. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire dans nos secteurs. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez des IA au risque? J'ai donné une réponse tout à l'heure. Nous, effectivement, on score d'aide à la décision sur les octrois de crédit. Alors, au Crédit Agricole, il y a un avantage, c'est que ça a toujours été des scores d'aide à la décision. Et ça, c'est un point important, parce qu'effectivement, le niveau de risque est déjà plus ou moins réduit par le fait que vous avez un contrôle humain en dernier ressort et que dans nos processus d'octroi, il y a toujours des critères additionnels qui sont les politiques d'octroi de crédit, en particulier l'étude de la solvabilité. Fondamentalement, et c'est plutôt le système français qui est comme ça, si on prête à quelqu'un, c'est qu'on pense qu'il peut nous rembourser. Ce qui n'est pas le cas de tous les systèmes en Europe ou dans le monde. Et donc, on a ça, évidemment. On a également, et je pense que tout le monde les a, les RH qui veulent utiliser de l'intelligence artificielle. Donc là, c'est un cas très transverse, et en particulier sur tout ce qui est analyse ou tri de CV. Et là, effectivement, ça peut être un cas d'usage à risque élevé. Là, ce qu'il faut qu'on fasse, et ça rebondit peut-être avec le sujet acculturation formation, il y a un certain nombre de choses à déconstruire, notamment par rapport à toute la communication qui a été faite sur les IA génératives. Finalement, ça a eu un côté très positif, c'est de remettre sous le feu des projecteurs le fait que l'IA avait un potentiel de transformation pour nos métiers, à la fois pour nos dirigeants, nos collaborateurs, les managers, très bien. Après, c'est quand même une approche qui est très technocentrée. Et donc, ça veut dire que ce qu'on doit un peu déconstruire vis-à-vis de nos métiers, pour les RH, c'est le cas, c'est de dire, déjà, regardons quel est le besoin, ce que vous voulez faire, et après, la question du mix technologique, on doit l'appréhender de manière multifactorielle. La technologie répond-elle aux besoins en termes de performance? Quels sont ses risques? Et donc là, effectivement, sur une IA à risque élevé, ne pas répondre à un certain nombre d'obligations, c'est quand même un risque important. Quel est son coût également? Alors, le coût a été abordé. Ce qu'il faut, c'est envisager, quand vous faites ça, le coût à long terme. C'est-à-dire que, bon, oui, effectivement, les coûts des LLM, par exemple, ils ont eu tendance à diminuer, sauf que quand on regarde aujourd'hui, si on payait le coût réel de ces services-là par rapport à ce que ça coûte en termes d'apprentissage, probablement que ça serait x10, x15. Donc, il faut s'interroger, est-ce que c'est pas une courbe en baignoire et qu'il n'y a pas un moment où ça va remonter quand tout le monde en aura pris? Voilà, donc ça, c'est le risque de dépendance économique. Et puis, l'impact environnemental. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous prenez de l'IA générative pour tout traiter, il faut quand même se remémorer, début 2023, il y avait des gens qui venaient me voir en disant on va faire des classifications avec de l'IA générative, quoi. Je dis pourquoi? On a des trucs qui marchent très bien, avec très haute performance, maîtrisés, on déploie ça depuis des années. Et donc, faut vraiment avoir en tête que on doit un peu déconstruire ce sujet-là auprès de nos utilisateurs, dire attendez, on va se poser, on va regarder le besoin, et on va appréhender le meilleur mix technologique pour répondre suivant un nombre de critères qui va bien au-delà de la seule performance statistique, quoi. Chez Alstom, est-ce qu'il y a des cas d'usage
Alors nous c'est un petit peu particulier parce que en tant qu'industriel on est moins exposé, je dirais, à les cas d'usage qui ont été présentés, mais nous on a un cas d'usage qui arrive assez rapidement, qui s'appelle le train autonome, même s'il existe déjà des trains, des métros automatiques depuis 20 ans, donc on a déjà des capacités de certification dans ce cadre-là, mais si on ouvre, on est dans un système ouvert, il y a tout un système de certification et de régulation, et là nous on est face à une autre difficulté, c'est qu'il n'y a pas de régulation. Et donc aujourd'hui, technologiquement, on sait faire des trains autonomes. Maintenant, on ne sait pas les faire certifier. Donc on est précisément dans le mécanique inverse, de pas avoir de cadre réglementaire sur ces sujets-là. Donc on y travaille par rapport à la question précédente en termes sectoriels. Mais c'est aussi, ça éclaire le fait, un peu de réglementation de temps en temps, ça éclaire l'innovation. Bah alors, qu'est-ce qu'ils font à l'Europe là? Oui, alors sachant que, est-ce qu'il faut limiter ça à l'Europe? À nous en tant qu'industriel mondial, on aimerait bien aussi que ça soit un peu plus global, mais l'Europe est quand même plutôt locomotive, pour pas faire un jeu de mots hasardeux. Joli. Est quand même locomotive sur ces sujets d'automation. Mais voilà. Donc nous, on n'a pas encore sur les cas critiques, qui est, on va mettre des vies humaines entre les mains d'intelligence artificielle, toute similitude avec la voiture n'est pas complètement fortuit. On n'a pas la réglementation associée à ce stade-là, ou en tout cas un cadre réglementaire de certification. Nous, on a des cas qui étaient au début identifiés comme un petit peu des edge cases, quoi, ou un petit peu sensibles. Par exemple, quand on fait de l'évaluation de compétences des collaborateurs, donc on les place quand même sur des grilles, et c'est une information qui supporte des promotions, des salaires, des inscriptions à des formations, éventuellement des recommandations de job. Dans des portails on pousse des recommandations de job, voire d'évolution de carrière. Et du coup, pour redire l'histoire, ça on l'a flagué. Et puis du coup, on s'est posé des questions. Et je pense que dans tous les cas, sauf un, on a en fait une intervention humaine. Donc c'est ce que vous disiez aussi sur le support à la décision. Donc on descend là quand même de 2 crans. En termes de cost et de complexité, je pense que on descend d'un cran, mais je veux dire, en termes vraiment de coût, de risque et de complexité, on descend énormément dans les processus qu'il faut mettre en place. Donc ça a globalement résolu le problème. Et il y a un cas qui est un petit peu plus compliqué. Et du coup, on fait ce qui est recommandé, même si c'est pas encore complètement implémenté, mais en gros, c'est de la documentation En fait, de toute façon, quand on fait les modèles, il faut faire ce qui s'appelle du Gold Standard Example. Donc, c'est d'avoir... Et ensuite, des unit tests, des tests unitaires en français. Et donc, en fait, on est obligé de documenter, de dire le modèle, dans tel cas, je veux qu'il fasse ça. Juste parce que les modèles, ils changent et que, donc, du coup, si on veut en production... quand on fait des systèmes de production, on est obligé de documenter des tests et on est obligé de documenter ce qu'on attend du modèle, de manière à pouvoir le scorer. Donc, c'est-à-dire, on dit, voilà, j'ai 200 exemples, et puis quand j'ai un modèle, je le fais tourner, et j'établis un score de ce modèle par rapport au fait que l'output correspond à ce que je voulais ou pas. Et ça, c'est la réglementation. Quand on fait ça, on coche la case. Et il se trouve, quand on fait ça, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, mais je le dis de manière un tout petit peu plus détaillée, et quand on fait ça en production, parfois, il y a des trucs qui vont pas. Et on nous remonte donc un bug, quoi. On a quelqu'un au support, voilà, il y a des bugs. Et donc, on continue à documenter, alors parce qu'il y a différents niveaux, il y a des exemples qu'on va réinclure dans des prompts, donc on peut en mettre, mais on peut pas en mettre beaucoup. Après, dans le scoring, on peut mettre 10 000, plus on en a, plus on est content. Et donc après, on continue d'enrichir les scorings, voire de pondérer en disant ça c'est très grave, donc on le pondère voire on fait des multiplications, si on dit ça en fait c'est très grave, donc si ça passe pas, c'est 0. Le score il tombe à 0 parce qu'on multiplie. Et on peut avoir du 0, 1, et on dit là, soit c'est bon, soit c'est pas bon. Et on fait de la séquence plus que de l'addition. Donc on a tout ça, et il se trouve que quand on fait ça, d'une part on résout le problème, mais d'autre part on est compliant. Donc le problème résolu. Même sur le cas un peu difficile, qui pour nous le cas un peu difficile, c'est dans des cas de plan de reskilling un petit peu massif, où vraiment le DRH a un problème sur 10 000 personnes qui faisaient des voitures thermiques, et le CEO a dit dans 2 ans on fait des voitures électriques. Le DRH il dit moi en fait j'ai 10 000 bonhommes qui savent faire une voiture thermique, j'en ai 0 qui savent faire une voiture électrique, donc il faut prendre des décisions un peu globales sur qui on envoie en formation à quel endroit et qui on envoie en plan de reskilling avec un
nom de code un peu. Donc là, c'est très sensible. Et là, pour le coup, en fait, on fait pas quoi. Bon, mais je veux dire, c'est pour le mieux à la fin. Ouais, c'est intéressant parce que je vais confirmer ce qui est dit là. Pour nous, le premier point de recompte finalement avec la mise en conformité est parti plutôt d'une exigence industrielle. Quand on a transformé nos propres équipes, donc là je prends ma casquette plutôt de Data Group à eFactory Group, un des sujets c'était de dire il y a énormément de POC qui sont faits et puis il y en a très peu qui passent en production à l'échelle. Donc on a changé méthodologiquement par transformation successive, se dire on va plus faire le même cycle que POC, petite série, puis après on file ça à l'IT qui réécrit mais qui n'y arrive pas parce qu'on a fait tellement de simplification que ça passera jamais en production. Donc pour faire du nativement industriel, à un moment donné, on s'est posé, on s'est dit mais comment est-ce qu'on peut faire confirmer par un regard externe que ces transformations qu'on a fait pour aller en production directement à l'échelle, déjà, on est sur le bon chemin. Est-ce que on se fait pas plaisir nous-mêmes? C'est-à-dire qu'on se dit oui, on l'a fait, donc c'est forcément bien. Et donc, on a fait une certification qui est délivrée par le Laboratoire national de métrologie et d'essai, qui est très centrée sur l'industriel, le process, et une partie sur l'IA de confiance. Et ça, en fait, quand on regarde les référentiels, déjà, ça nous permettait, par rapport à toutes les exigences, d'être quasiment à 80% en termes de jauge de conformité. En plus, on l'a complété avec une labellisation RSE, donc label IA en l'occurrence. Et là, on est quasiment monté à 90% de conformité native avant même qu'on ait terminé de transcrire l'AI Act dans notre cadre normatif IA Group. Et donc, le point qui est important, c'est celui de la démarche volontaire. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il n'y a pas encore de réglementation ou en tout cas qu'elle n'est pas encore mature, qu'on ne peut pas agir, parce qu'il y a d'autres enjeux à traiter, et celui de l'industrialisation du passage en production, il est majeur, ce qui reboucle avec la dimension investissement, c'est-à-dire que c'est certes un coût, mais à mon avis, il est nécessaire et indispensable pour avoir des systèmes maîtrisés, quoi. Alors nous, en ce qui nous concerne, la norme qu'on a utilisée, c'est ISO 27001. Donc ISO 27001, c'est le système de management de la sécurité de l'information. Nous, effectivement, le logiciel, on le vend, comme je l'ai dit, aux grandes institutions financières. Donc effectivement, dans leur cycle d'achat, je peux vous dire qu'on remplit un certain nombre de questionnaires, effectivement, sur l'aspect cybersécurité. Ah bon? Oui, on a rempli le tien aussi. Et d'ailleurs, on commence à voir maintenant, il y avait déjà un onglet avec 350 lignes, il y a un deuxième onglet maintenant aussi avec 350 lignes, juste sur l'IA, justement. Et donc là, on est en train de passer la ISO 42001, donc qui est l'extension de la ISO 27001 sur la partie IA. Voilà, là aussi, voilà, par nécessité et puis encore une fois, pour mettre au point nos systèmes, de toute façon, on doit s'organiser et puis répondre aussi à nos clients. Et il y a même des outils, on utilise une plateforme de conformité qui suit en ligne notre conformité à chacun de ces référentiels et qui peut nous donner un niveau de conformité justement à d'autres référentiels comme DORA ou AI Act. Donc tout ça, on voit que ces recommandations effectivement s'interchoquent et que le fait d'être conforme à l'une déjà nous met en grande conformité effectivement sur les autres. Donc finalement, c'est rassurant de voir que tout ça est quand même cohérent. Alors, il peut y avoir quelques conflits de normes quand même. Hein. Voilà, ça apparaît en alerte et on les gère effectivement. Juste un rebond, je dirais, sur le fait que la réglementation est un sujet, mais le fait de s'organiser est aussi important. Sur l'IA digne de confiance qui a été évoqué, je dirais que à nouveau, nous, on est probablement moins exposés sur des affaires sociétaux, choses comme ça. Par contre, on a un vrai problème, c'est l'acceptation de nos mécaniques d'IA dans des processus où il y a des vies humaines en jeu, où il y a des processus industriels complexes. Et le fait d'avoir un travail structuré sur qu'est-ce qui permet de mesurer, enfin faire un scoring d'un moteur d'IA qui est une boîte noire, c'est pas complètement sur étagère. Donc il faut un peu de jus de cerveau. On travaille avec des organismes de recherche aussi pour essayer d'avancer, pour construire un rationnel qui permette d'expliquer pourquoi le système est fiable ou pourquoi il n'est pas fiable, pourquoi il a des limites, et d'arriver à exposer, c'est ce qu'on essaye de faire dans certains systèmes, d'exposer, attention,
ce système n'est fiable qu'à 80%. Donc on essaye de scorer un peu et de dire c'est un outil d'aide à la décision, mais sachez que c'est pas magique. Et donc, faites pas de copier-coller de la réponse. C'est une aide à avancer. Donc, c'est IA digne de confiance, je pense aussi, et une démarche à structurer dans l'entreprise. Et dans le temps, parce que en fait, un des travers que peuvent avoir les systèmes d'IA, c'est qu'un utilisateur qui constate 10 fois de suite que la réponse est bonne peut perdre de sa vigilance. J'ai quelques cas assez récents, notamment sur les transcriptions de comptes rendus là, avec le fameux copilote. Et donc, je pense que ça va être un sujet d'attention et puis de formation de nos collaborateurs. C'est-à-dire être vigilant par rapport aux résultats produits par l'IA. À mon avis, ça deviendra de plus en plus important. On veut de l'esprit critique, on veut que l'humain joue son rôle et on veut que si effectivement il constate qu'il y a un problème avec la réponse, et ben il n'aille pas l'apporter vers un client, quoi. On est en train de toucher un peu, chacun vous touchez un peu à vos process, à votre organisation. Est-ce qu'on peut parler un peu de la gouvernance de l'IA dans chacune de vos organisations? Je peux effectivement en parler, parce que j'ai la casquette du coup. Donc, assez tôt, en fait, on a eu l'intuition que avec le premier texte là qui est paru en avril 2021, il faudrait probablement créer des structures transverses au groupe Crédit Agricole pour justement traiter la gouvernance, l'administration d'un cadre normatif de niveau groupe, donc qui est d'application générale pour tous les métiers, toutes les entités du groupe Crédit Agricole. On a créé ce qu'on appelle une Design Authority. Alors c'est parmi d'autres parce qu'il y en a 7, je crois, de mémoire. Il y en a sur la data, il y en a sur l'IA, sur la cyber. On voit quand même que ça recoupe les grands enjeux de régulation qu'il y a sur les technologies et puis sur les usages, quoi. Cette Design Authority IA, première mission qu'elle a eue, c'est déjà de prendre en main le texte de la IA, de s'assurer que on en fasse une transposition qui soit réaliste et applicable pour l'ensemble des métiers du groupe agricole. Alors je rappelle, on est une banque universelle, 150 000 collaborateurs, présents dans 150 pays, donc la dimension multirégulation, c'est aussi important. Nous, on a une spécificité, je pense, c'est que quand, par exemple, on se met en conformité à une réglementation européenne, en réalité, elle est d'application générale. C'est-à-dire que même si tu opères au Brésil, il faudra être conforme quand même à la réglementation européenne. C'est pas tous les groupes qui font ça. Donc première mission, c'était ça, c'était de le transposer. C'est fait, là, d'ailleurs c'est tout frais. On a adressé ce qu'on appelle une note de fonctionnement et on est un peu poétique, une lettre jaune pour nos caisses régionales. La deuxième mission, c'est d'accompagner les parties prenantes. Et à un moment donné, j'ai bien aimé l'exemple par rapport aux achats ou aux fonctions juridiques. C'est vrai que ça va impliquer de changer un certain nombre de processus. Et pour les changer, ces processus, il faut que les gens comprennent de quoi on parle et ce qu'ils ont à faire. Et donc là, on revient sur la dimension acculturation très importante. Et puis après, in fine, comme dans toute banque, il y aura la logique de dire il faut mettre en application et il faut contrôler. Et donc, il faudra aussi qu'on accompagne nos fonctions de contrôle qui chez nous sont organisées en plusieurs lignes, la défense en 3 lignes notamment. Et donc, ça veut dire qu'il faudra aller voir sur le terrain les gens qui opèrent les contrôles de premier niveau, également ceux de deuxième niveau, et puis nos auditeurs qui, eux assurent le 3e niveau. Et donc ça, c'est un boulot qui est énorme parce que forcément, on est au tout début. La norme vient juste de sortir. Et s'assurer finalement que ça aille se répercuter dans un groupe très décentralisé sur tous les métiers, dans toutes les corps de métiers qui vont avoir un lien avec ces solutions, qu'elles soient fabriquées ou achetées, ça c'est un enjeu à très long terme, quoi. On voit là qu'il y a une structuration qui est quand même bien ficelée. Peut-être, Nick, dans une scale-up comme 360 Learning, comment vous êtes organisé? On a compris que tu avais un très bon responsable du juridique. Est-ce que vous avez évolué par rapport à cette gouvernance des modèles IA et comment vous êtes organisé aujourd'hui? Ouais, on avait déjà mis en place, mais après nous on est 450, donc on est moins complexe que d'autres ici. Peut-être déjà un peu plus aussi que... En tout cas, oui. Non, mais complexe dans un sens juste où le nombre crée de la complexité mécaniquement, quoi. Mais et puis non, on avait une organisation qui était celle de RGPD et qui fonctionne aujourd'hui. Mais parce qu'on est aussi très tôt sur les sujets d'IA, je pense. Donc peut-être que ça va amener à devenir plus compliqué, mais on a aussi quand même 2 continents, pas les plus simples, donc et ça fonctionne. Et donc le regard, c'est juste qu'il y a une équipe juridique, mais qui fait du contrat, qui fait d'autres choses. Et la patronne, elle a
elle est vraiment expérimentée, quoi. C'est quelqu'un, je pense que c'est un des top 4 salaires de la boîte, quoi. Non, mais c'est pour dire, c'est pas parce que Pandy est une patronne juridique, c'est pas quelqu'un qui a 28 ans et c'était la patronne du juridique d'Accenture au niveau global. Bon, c'est pas voilà. Et donc elle gère le truc très bien. Voilà, elle l'a vu passer, donc elle gère très bien. Après, elle est un peu chère. Et puis bon, en plus j'ai un problème, c'est que je crois qu'elle va partir à la retraite dans pas trop longtemps. Mais c'est pour dire aussi qu'elle est vraiment expérimentée et ça a fonctionné. Après, elle est impliquée, donc bon, elle est vraiment très bien. Hein. Elle est impliquée dans les discussions avec le produit. Donc voilà, c'est un stakeholder du développement. Après, nous, on a une échelle où c'est quand même facile d'avoir 3 ou 4 stakeholders sur le produit. Ça devient pas... Voilà, on n'a pas des enjeux de oh là là, s'il y a encore quelqu'un qui fait un commentaire, on peut plus rien développer parce que ça devient trop compliqué. On n'a pas ça. Et je pense que c'est ça la difficulté pour les organisations, je pense. Nous, on a la chance de ne pas avoir ça encore. Je dis ça, donc je sais ce que j'essaie de dire, c'est que modestement, nous, ça fonctionne, mais je ne sais pas si ce qu'on fait est transposable à tout type d'organe. Voilà. Ouais, mais c'est intéressant justement d'avoir votre spécificité. Ouais. Oui, bah c'est la taille. Et puis bon, mine de rien, ce que j'entendais, sur qu'un train, c'est très ouvert comme système. Et puis en plus, c'est dans le monde physique. Et puis ça peut tuer quelqu'un. Donc nous, on n'a pas tout ça. Voilà. Moins que les voitures. Moins que les voitures. Ouais. Non, mais il y a moins de... Moi, en entendant ça, ou les banques, où tu déplaces des centaines de millions d'euros sur un bug. Voilà, nous, on a la chance d'avoir aucune de ces contraintes-là. Donc c'est vrai que la vie est plus facile, je pense. Alors, un petit complément, parce que on est probablement moins structuré qu'une banque en termes de risk management. Nous, on fait face à un certain foisonnement où l'intelligence artificielle crée sa valeur au plus proche du métier. Et donc, il faut, alors le métier étant parfois un écosystème de fournisseurs. Donc effectivement, former la fonction achat est urgentissime, mais donc la gouvernance, donc on en a créé enfin on a renforcé la gouvernance cette année. On a créé un poste de VP Data et AI qui supervise l'ensemble des choses, auquel on a associé un certain nombre de moyens, mais globalement, le principal enjeu de gouvernance, c'est de fédérer un écosystème vraiment foisonnant, où on en découvre tous les jours à l'échelle planétaire, des expérimentations qui parfois sont en production chez les clients. Voilà, donc il faut arriver à gouverner ça. Et on revient sur le même sujet, c'est que acculturation, il faut former les gens sur les risques. À nouveau, évidemment, le risque d'amende, c'est quelque chose qui nous facilite un tout petit peu la vie pour engager cette acculturation. Mais au fond, il faut les acculturer sur les risques. Par curiosité, ce nouveau rôle, il reporte à qui? Est-ce qu'il est à la DSI ou... Alors, nous, la petite particularité, c'est qu'on a une direction digitale qui regroupe tout le digital, donc l'IT pour un quart et les 3 quarts qui est le digital dans nos produits. Donc ça, c'est une petite nouveauté de cette année. C'est un rôle plus transverse et qui inclut aussi ce qu'on met dans le produit final qui est livré au client. Ouais, alors pour illustrer, juste le groupe Crédit Agricole, c'est un groupe uni et décentralisé. Je vous rappelle, je vous laisse apprécier ce que ça signifie. Donc je compatis tout à fait, courage. Chez nous, effectivement, c'est très décentralisé. C'est pour ça que je disais que ça prend des années. C'est-à-dire qu'en réalité, s'assurer que jusqu'au terrain, sur le terrain, ceux qui sont en proximité des métiers, à la fois les messages, la culturation, la pédagogie qu'on fait autour de ces sujets-là, et puis ce qu'est la norme soit comprise et digérée, ça prend énormément de temps. Donc c'est pas vrai de se dire qu'on va appuyer sur le bouton, on envoie la norme et au bout de 3 mois c'est plié. Chez nous, il y a un principe qui s'appelle la subsidiarité. Alors pour ceux qui connaissent, c'est un terme de la doctrine catholique. En gros, le principe, c'est celui qui est au plus près du problème, qui a la meilleure faculté à le régler, quoi. Mais ça signifie aussi que il peut y avoir des interprétations parfois qui sont un peu différentes en proximité.
Et donc, c'est pour ça que je disais que ça fonctionne sur plusieurs crans. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'accompagnement pour que les gens comprennent et appliquent. Et puis après, il y a aussi toutes les fonctions de contrôle qui vont assurer que il y a effectivement une mise en pratique réelle de la norme qui doivent opérer. Le deuxième point, en fait, qui me semble aussi important de préciser, et ça fait écho à plusieurs choses qui ont été dites, c'est qu'il y a un vrai effort à faire de la part des fonctions de contrôle et de support pour aller s'insérer finalement dans les projets au moment des études d'opportunité, des cadrages, et plus globalement dans le cycle de fabrication, parce que ce qui permet d'avoir des fonctions de support et de contrôle qui soient aidantes, c'est-à-dire pas là pour dire voilà, la règle c'est ça, vous pouvez pas faire, mais plutôt là pour définir les meilleures conditions pour faire, compte tenu de la conformité, mais aussi des souhaits qu'on a au niveau du groupe d'appliquer un certain nombre de normes. Il y a encore un peu de chemin à faire, mais de plus en plus, on a ces logiques de conformité native. Alors, certains disent by design. Et ça, je pense que c'est super important parce que les approches IA, notamment, elles demandent cette pluridisciplinarité. Parfois, on a des approches où on ne met pas les fonctions de contrôle, la conformité, etc. Nous, on essaie au contraire de dire non, allez-y au moment des cadrages. Plus vous intervenez tôt, plus vous êtes en appui des porteurs de projets, moins il y a de chances qu'en bout de chaîne, finalement, il y ait des feux rouges parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été vues au départ, quoi. Ouais, non, côté Zelro, je pense que ça ressemble effectivement à ce que Nick a décrit. Donc, petite structure, monoprojet, puisqu'on est éditeur d'un logiciel avec une sorte de gouvernance et cycle produit. On sort 3 versions par an avec une visibilité sur la roadmap, des fonctionnalités bien établies. Donc, on va dire la culture d'entreprise et le projet d'entreprise fait qu'il y a une gouvernance naturelle autour d'un projet. On pourrait aussi se qualifier d'IA First, voilà, c'est ce projet commun qu'on n'a pas trop de problèmes de gouvernance, et heureusement, parce qu'on a déjà assez de problèmes avec autre chose. Ouais, t'es un pure player, toi, t'as qu'un seul problème. Voilà, un seul problème. Juste pour rebondir aussi, l'intégration de la fonction légale, qui se fait naturellement peut-être dans une plus petite structure, on a aussi beaucoup travaillé là-dessus, on s'est renforcé sur avoir des gens, parce qu'on peut faire appel à l'extérieur, on le fait aussi, mais c'est important d'avoir des juristes internes qui voient le 360, c'est-à-dire du cas d'usage métier, des risques globaux métiers, c'est-à-dire qu'on parle d'assurance, est-ce qu'on a une assurance spécifique sur l'IA? La réponse est non. On a un contrat d'assurance globale sur les dommages directs qui prend en compte ça parmi d'autres choses. Donc les assurances aussi sont dans la boucle. Donc on a tout un ensemble d'acteurs qu'on essaye d'intégrer aussi au plus tôt, et il y a des nouveaux profils qui s'intègrent dans ces structures-là, et c'est super important de travailler là-dessus. Ouais. Sur le sujet de l'assurance, au passage, nous on voit ça comme un risque IT. C'est-à-dire que dans le cadre normatif qu'on a élaboré, il y a une annexe qui est vraiment dédiée au risque IA. Jusqu'ici, le risque IA, c'était assez peu appréhendé en réalité par nos métiers et nos IT. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est à la fois le niveau taxonomique, c'est-à-dire de les décrire. En plus, ils sont évolutifs, donc il faut le faire bouger assez régulièrement, mais aussi de stipuler un certain nombre de leviers de détection et de réduction des risques, et puis après de transposer ça sur un cadre beaucoup plus global, c'est-à-dire de flaguer vers une grille des risques IT, où là, effectivement, l'assurance globale, elle est plutôt au niveau de l'ensemble des risques IT que peut couvrir une banque. Il y en a un petit paquet, évidemment, et il y a beaucoup de réglementations, DORA en fait partie, Nice aussi, etc., pour administrer finalement ce niveau de gestion des risques par les établissements, quoi. Moi, j'ai une petite contrainte, donc je dois aller. Je vous laisse, mais je suis dispo si certains veulent continuer la discussion sur LinkedIn. Et je vous laisse pour la suite. Merci à tous. Alors, il nous reste un petit peu de temps. Il y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé, c'est les discussions autour de la souveraineté. Je croyais que tu allais dire Jésus, mais bon. La souveraineté de l'IA européenne, française. Est-ce que c'est quelque chose, c'est un critère que vous prenez en compte dans vos choix Ouais, je peux me lancer. En fait, il faut expliquer le mot souveraineté. C'est-à-dire que souvent, quand on dit souveraineté, on a l'impression qu'on veut tout construire nous-mêmes. Je pense que c'est plus trop possible dans le monde dans lequel on vit. Nous, on l'a plutôt transposé comme étant une traduction du risque de dépendance économique excessive.
Donc dans les critères que j'écrivais tout à l'heure, on pèse les choix de mix technologique de manière multifactorielle. Il y a la dimension risque, les risques propres, par exemple pour les IA génératives, l'hallucination, le contenu approprié, la fuite de données, etc. Mais il y a aussi ce risque de dépendance économique excessive. Et donc ça, effectivement, très tôt, et ça faisait partie de notre stratégie d'IA déjà qu'on a élaborée en 2019, on a dit qu'il faut qu'on ait une capacité à pouvoir pivoter d'un environnement à un autre, d'un modèle à un autre, et qu'on se pose systématiquement et méthodologiquement dans les cadrages et dans la fabrication de solutions pour dire est-ce qu'on fait du make, est-ce qu'on fait du buy, est-ce qu'on fait du make and buy. Et en fait, les situations peuvent être très nuancées d'une problématique ou d'un cas d'usage à un autre. Par exemple, si vous avez un besoin de pouvoir répondre de manière très fine à un régulateur parce que vous êtes sur quelque chose qui est vraiment au cœur de votre gestion des risques, potentiellement, ça vous emmène plutôt sur du make, parce que, évidemment, on a la main sur tous les leviers quand on fabrique, quoi. A contrario, si vous êtes sur quelque chose où c'est dans l'expérience client et vous avez des choses qui sont très sur étagère, qui peuvent être changées très, très simplement, peut-être que le fait de pouvoir le faire rapidement, ça nous emmène plutôt vers du buy. Et après, nous, on hybride au gré des circonstances et puis de la colonne vertébrale qui est notre stratégie entre ces différentes options-là. Ouais, nous aussi, c'est comme ça qu'on le voit. D'ailleurs, c'est la partie, moi, je trouve la plus intéressante de l'IA Act, ces fameux General Purpose AI, ces IA effectivement à usage général qui ont été glissés là juste après le 30 novembre 2022 avec l'arrivée de ChatGPT. Mais d'ailleurs, voilà, on peut saluer quand même d'avoir réussi à glisser ça. Et après la strate au-dessus, effectivement, c'est GPAI à risque systémique, donc il y a encore une classe au-dessus. C'est vrai que quand on réfléchit bien, et ça nous échappe un peu dans des contextes macroéconomiques où on sait que effectivement l'influence de demain entre un continent et l'autre, c'est plus des affrontements directs, mais c'est peut-être sur certaines technologies à double usage de dire voilà les systèmes les plus performants ils nous sont réservés et donc le reste du monde a le droit à la version dégradée, ou bien pourquoi pas on peut imaginer des influences ou des tentatives de déstabilisation, alors sans vraiment empêcher de faire marcher le système, mais de le faire un petit peu dysfonctionner de temps en temps, etc. Et donc en fait, en termes de résilience, je pense que c'est ce que fait bien l'Europe. Elle annonce au monde, si effectivement il y a un doute ou un risque systémique, en tant qu'Europe, on s'autorise le fait de peut-être interdire demain une technologie, mais ça nous fait pas peur parce que on s'est préparé, l'ensemble de nos pays sont prêts, on a des alternatives et etc. Et donc nous en tant qu'éditeurs, ça nous oblige à préparer le pire, c'est-à-dire à pouvoir nous rabattre sur d'autres solutions, et donc un petit peu comme disait Aldric, avoir la capacité de supporter plusieurs solutions pour peut-être ne jamais basculer sur la solution de repli, mais pouvoir effectivement expliquer que en cas d'absolue nécessité, on peut le faire et ça nous gênera pas. Donc c'est voilà cet aspect, je pense, résilience de l'Europe et annoncer au reste du monde que l'Europe saurait se débrouiller. Je parle même pas du cloud, etc. Si on devait s'en passer ou passer d'autres acteurs, peut-être ça n'arrivera jamais, mais juste voilà se le dire et s'y préparer, ça fait déjà la différence. Donc voilà nous comment on voit les. C'est le principe de l'assurance que tu viens de décrire. Comment ? C'est le principe de l'assurance que tu viens de décrire. Exactement. Alors pour nous, en tant que fournisseur de technologie, là déjà c'est qu'on fait face à de régulations spécifiques sur la souveraineté. Deux petites anecdotes. On avait un système d'IA sur la gestion de flux de passagers pour un client canadien, et on a une offre d'hébergement de données aux États-Unis. Et alors franchement, moi, vu de Paris, je me suis dit, c'est bon, on couvre la souveraineté du continent américain. Et là, j'ai eu un refus légal. J'ai une belle lettre du gouvernement canadien de dire, il est hors de question que mes données de transport soient hébergées aux États-Unis. Donc tout ça pour expliquer que ça rajoute, on parlait de contraintes réglementaires, on en a déjà un certain nombre, et je dirais que je suis presque plus inquiet sur ces démarches de souveraineté de données, parce que là on est presque plus souveraineté de données dans un premier temps avant de souveraineté d'algorithmes. La deuxième anecdote, c'est un client européen qui me dit pas de problème, vous pouvez héberger mes données dans un cloud à condition que ce soit pas américain.
ou qui n'utilisent pas de technologie américaine, qui ne soit pas. Donc j'ai pas trouvé. Hein, personnellement, je cherche encore. J'ai hésité à lui proposer Alibaba. Non, mais t'en as. Ah, Bleu, si vous voulez me citer Bleu, il est sur une. Non, t'as du OVH. Enfin, voilà. Ah bah OVH, je peux vous dire qu'ils utilisent la technologie américaine, donc de toute façon. Oui, non, mais d'accord. Oui, c'est sans aucune technologie américaine, ça. Bah, oui, le fait est, c'est qu'il n'y ait pas de dépendance à l'US Act. Donc voilà. Donc, on pourra avoir ce débat-là. Le fait est, c'est que je pense que sur cette capacité à avoir vraiment des solutions souveraines, je pense que ça n'existe pas. Il y a une intrication. On pourra avoir ce débat-là, mais je pense qu'il y a une intrication technologie des acteurs, et il y a une mainmise des Américains sur tout un ensemble de technologies qui fait que de toute façon, et on revient sur le sujet de la résilience et de la dépendance, aujourd'hui on est dans une forte dépendance. Donc dans notre stratégie, c'est exactement la même, hein, c'est de dire d'évaluer des alternatives, hein, donc y compris d'héberger chez nous un certain nombre. Donc on a encore des data centers, ça fait un peu has-been, mais on a encore des data centers et on a des mouvements de réinternalisation, mais avec toujours des contraintes de souveraineté qui ne sont pas encore complètement limpides. Ouais, c'est là où on est un peu différent dans la banque, c'est que 95% de l'empreinte de stockage de données, c'est du data center interne. Donc on veut dire, maintenant nous on est sur une stratégie où de toute façon ça va rester, hein, on va pas supprimer les data centers, d'autant que je précise, ils sont performants énergétiquement, modernes aussi. En revanche, il y a sur un certain nombre de sujets, on va dire... typiquement le recours à l'IA générative, là dans certains cas, quand vous avez besoin de GPU, effectivement, on n'a pas prévu de faire pivoter en 1 an ou 2 ans tous nos data centers pour intégrer des capacités GPU. Alors, la petite particularité, là je parlais des données de nos clients, hein. Je ne parlais pas des données d'Alstom qui, elles, on a moins de difficultés à gérer notre compliance. Donc voilà, donc en gros, pour moi, beaucoup de régulations peu claires, parfois maximaliste. Je peux citer Singapour. Singapour, vous n'avez pas le droit d'avoir un collaborateur qui accède aux données qui n'est pas de Singapour, qui n'a pas un passeport singapourien et qui est physiquement dans le pays. Donc on a tout un échantillon de réglementations qui sont pour moi peu pragmatiques et peu applicables pour l'instant. Et on a du mal à avoir de la visibilité de vers où on va aller vers cette souveraineté. La seule chose dont on est sûr, c'est que nos clients sont des organisations d'importance vitale dans tous les pays, au même titre que l'énergie, au même titre que les hôpitaux, qu'il y a eu tout un ensemble d'attaques récentes qui fait que on peut bloquer un pays avec l'Ukraine. L'Ukraine, elle continue à vivre en termes de supply chain grâce aux trains. Donc, vous arrêtez les trains, c'est quand même compliqué. Donc ça, c'est vrai à l'échelle planétaire. Donc, on comprend le risque que les gouvernements cherchent à traiter. Le fait d'arriver à le traiter dans la durée, à court terme, on a des solutions qui protègent. Le fait de dire la géopolitique de 2030 ou 2035, on anticipe ces risques-là. Donc, c'est d'avoir des choses qui soient le plus résilients et qu'on puisse switcher de technologie, donc de pas s'enfermer dans la technologie. Donc, nous, on a une règle de base, c'est que on est, pour pas faire de pub, très Azure, mais tout est conçu pour pouvoir être hébergé dans un autre cloud à tout moment. Je vais vous poser une dernière question et en fait vous allez juste répondre par oui ou par non. Et on puis est un peu long. Voilà, et ensuite on passera aux questions des participants ici dans la salle et puis à distance. Finalement, comme l'expliquait Caroline, l'EA Act est assez précurseur dans le monde comme réglementation, notamment sur son aspect respect des droits, respect des utilisateurs. Est-ce que vous pensez que c'est une réglementation qui peut influencer d'autres puissances mondiales? Je pense aux États-Unis, je pense à la Chine, au Moyen-Orient. C'est facile, oui, parce que c'est déjà en cours. Donc. Oui aussi. Oui. T'as une belle diversité. Merci beaucoup. Du coup, on va ouvrir les questions. Peut-être d'abord en commençant par la salle, et puis après on prendra quelques questions en ligne si on en a. Est-ce qu'il y a des questions? Oui.
Bonjour, merci. Question très large, mais si vous pouvez répondre peut-être avec des exemples. Quand je vous parle de notion d'IA privée, qu'est-ce que vous imaginez ou qu'est-ce que vous avez déjà pu établir comme projet? Est-ce que ce thème vous parle et est-ce que vous l'utilisez? Alors nous, on utilise assez peu, c'est un peu vague. Ce que ça peut vouloir dire, on a par exemple ce qu'on appelle un tenant cloud dédié dans lequel les modèles sont compartimentés. Privé, ça peut vouloir dire ça. Ça peut vouloir dire on a tout en interne, donc le fameux data center on-premise, ça peut vouloir dire ça aussi. Ça peut vouloir dire on a fabriqué le modèle nous-mêmes et il est à l'intérieur d'une infrastructure on-premise, il n'y a rien qui sort. Donc c'est pas tellement un concept qu'on manipule. Peut-être un complément. Et sur un cas d'usage vraiment particulier, c'est vraiment la partie apprentissage. Quand on est sur des savoir-faire internes assez uniques, on a effectivement, on n'utilise pas de techno sur étagère, on fait nos propres apprentissages et on héberge ses propres modèles de données. C'est extrêmement circonstancié. C'est une part limitée, mais ce qui est privé pour nous, c'est surtout ne pas perdre notre savoir-faire. Est-ce que vous pensez que l'IA Act va augmenter la fiabilité et la viabilité des données en général? Alors, l'IA Act en tant que telle, elle a des exigences sur la qualité des données, l'absence de biais, etc. Mais en réalité, dans la banque, il y a une réglementation qui est beaucoup plus présente que ça. Ça s'appelle BCBS 239 pour les initiés. C'est en gros s'assurer de la mise en qualité sur tout le cycle de production et de vie de la donnée, de tout ce qui peut servir. Alors déjà, initialement, à du reporting risk, mais globalement, on s'aperçoit que la volonté du régulateur, c'est tout ce qui peut servir de près ou de loin à une direction générale à prendre des décisions concernant son entreprise. Donc, c'est très large. Ça, il y a des vraies exigences et pour le coup, oui, on est dessus et il faut vraiment qu'on se mette en conformité. Bonjour Laurent Jordi. J'ai une question au sujet de l'interaction et des intersections entre l'IA, la cybersécurité et l'IA et les outils de travail, notamment les outils de développement qui sont de plus en plus augmentés entre guillemets par de l'IA générative, notamment ClickUp, GitLab, etc. Comment vous maîtrisez ça? Ça, je peux prendre la question parce que on a quelques milliers de développeurs chez Alstom et on est dans la vague GitHub Copilot et en tant que sponsor, j'ai pas mal de réunions avec le management, c'est-à-dire que le collaborateur, le management d'Alstom et aussi le management de Microsoft en l'occurrence parce que comme c'est quelque chose de récent, on est en contact avec le centre. L'organisation d'ingénierie interne de Microsoft, il faut qu'on repense nos façons de contrôler. C'est-à-dire que, à nouveau, ces outils, c'est des outils d'aide. On fait pas de production de code automatique. Et Alric évoquait ça tout à l'heure. Il faut revoir nos façons de contrôler et sur la durée. C'est-à-dire qu'au début, les premiers mois, les managers vont avoir une certaine attention de contrôle. Parce que c'est nouveau, etc. Mais il va falloir qu'on regarde ça sur la durée. Et là, on est aussi dans des processus industriels. Donc, on a tout un ensemble de contrôles qui étaient prévus précédemment, qu'on renforce. Donc là, si on parle de cybersécurité, on utilise une technologie qui s'appelle Black Duck, qui est relativement célèbre. Et on va renforcer un certain nombre de règles. Ce qu'on pense, nous, c'est qu'on va avoir un peu moins de diversité, c'est-à-dire que comme l'outil va créer du code, donc on va avoir des patterns qui vont revenir plus souvent, ça peut faciliter un peu le ciblage du contrôle. Maintenant, il va falloir qu'on fasse ça sur la durée. Aujourd'hui, on a 6 mois de recul. Donc, je peux vous dire que c'est une vraie problématique de management. On a des ateliers avec les managers de dire comment vous allez appréhender ça. Et c'est assez rigolo parce que les premiers meetings que j'avais eu avec le management, c'était « Oh, mais c'est technologique, c'est un sujet technologique. » C'est celui qui met la clé dans GitHub Copilot qui doit animer les réunions. Il dit « Non. Lui, déjà, il est invité parce que il faut qu'il vous entende, mais je veux vous entendre vous.
qu'est-ce que ça vous transforme dans votre quotidien. Donc voilà, ça fait 6 mois. On a aussi des différences culturelles parce que donc j'ai un plateau en France, un plateau à Bangalore et un plateau en Suède. Donc c'est rigolo. C'est pas appréhendé toujours de la même façon. Donc il faut aussi prendre cette dimension culturelle du l'accompagnement, du contrôle, mais toujours dans une mécanique de l'humain est le dernier maillon et nos contrôles qui existaient avant, on les enlève pas. Éventuellement, on les renforce même sur certains aspects. Oui, pour compléter, effectivement, cyber et IA, pour nous, les deux vont complètement ensemble et c'est l'IA naturellement, on va dire, compléter notre analyse cyber. Je vais donner un exemple. Donc, dans le framework ISO 27001 de la cybersécurité, on a, par exemple, l'identification des fournisseurs et une classification des fournisseurs par criticité, etc. Et effectivement, assez naturellement, des systèmes comme OpenAI rentrent dans cette catégorie et donc ensuite vont être analysés et suivis au niveau cyber dans ce framework. Un deuxième exemple, c'est dans notre analyse de risque. Donc on a voilà, après l'analyse IBIOS, où j'en passe, enfin certains processus, les classiques cyberattaques, phishing, etc. Mais on a aussi le risque de l'IA qui se met à dysfonctionner avec après une évaluation de l'impact voilà, d'image financier ou d'interruption de services. Donc ce que je veux dire, c'est que vraiment l'IA rentre complètement dans un framework de risque encore plus large qui est la cyber en général, qui reste un des enjeux principaux. Et finalement, l'IA est une sous-partie du risque cyber. Et je terminerai, voilà, on a par exemple dans ISO 27001 une politique de développement sécurisé, par exemple, security by design. Effectivement, quand on met l'IA au cœur de son logiciel, l'IA rentre dans cette catégorie. Donc voilà, tout ça est assez naturel et le cyber reste le point principal et par annexion l'IA. Ouais, je précise juste un petit peu. Nous, comme je disais tout à l'heure, on a fait une taxonomie des risques IA. Évidemment, les risques cyber liés à l'IA en font partie. Et comme ils sont nativement accostés en fait aux risques IT, du coup, on travaille de concert avec les équipes IT pour finalement trouver des réponses adaptées à ce type de risque-là. En réalité, la deuxième question est un peu différente là par rapport à tout ce qui est copilote de développement. Nous, on a été assez clair dès le départ, on a dit qu'il fallait quand même des prérequis pour pouvoir expérimenter cette technologie-là. Et en particulier dans les prérequis, c'est le fait de déjà être dans une approche DevOps et donc d'avoir ce qu'on appelle une chaîne d'intégration et de déploiement continu dans lequel des modules de contrôle de code sont prévus, où il y a déjà des pratiques qui sont animées et où il y a par exemple des scans de vulnérabilité avant mise en production, quelle que soit l'application qu'on y met. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, si vous entrez dans une expérimentation ou même une agent en production avec du GitHub Copilot, par exemple, et que ces pratiques-là ne sont pas digérées, effectivement, ça peut entraîner une perte de contrôle d'un certain nombre de codes. Dedans, il peut y avoir des codes malicieux, mais je veux dire, le cas le plus générique, c'est juste des codes qui seront à terme mal maîtrisés parce qu'ils n'auraient pas été conçus dans une dimension patrimoniale du code informatique. Et ça, c'est presque à la limite le risque, c'est qu'à un moment donné, quand vous avez, nous c'est 12 000 développeurs, le métier système d'information, si vous aviez 12 000 développeurs sans prise en compte dans cette vision long terme de ce que doit être un patrimoine de code informatique, c'est presque encore plus dangereux que d'avoir du code malicieux, quoi. On a deux questions en ligne. Alors, comment apprendraient les évolutions des métiers, qui sont incontournables? Avez-vous des plans d'action pour les identifier et les accompagner? Alors oui, on a un programme en fait là qui est en cours qui s'appelle la stratégie de déploiement à l'échelle de l'IA générative, mais globalement ce qu'il faut retenir c'est que c'est l'IA au sens large. Il y a un plan de formation pour commencer de 60 000 collaborateurs, mais j'ai envie de dire le plan de formation c'est très bien, mais on sait que ces sujets-là on doit les adresser dans la durée sur plusieurs années. Ce qui est important aussi d'avoir en tête, c'est que il suffit pas de traiter les experts qui vont devoir fabriquer ou en tout cas gérer ces solutions-là. Il faut que l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise, dans un contexte où il va y avoir une massification des usages de l'intelligence artificielle, alors que ce soit dans nos parcours clients, dans nos processus, dans nos outils au sens large,
soit sensibiliser suivant une strate finalement très pragmatique, qui est que par exemple, s'il y a un collaborateur a une IA nativement embarquée dans son logiciel, mettons son CRM, son enjeu à lui prioritaire, c'est pas forcément d'apprendre le prompt engineering, les techniques ultra sophistiquées pour questionner une IA générative. Son enjeu à lui, c'est justement ce que je disais tout à l'heure, l'enjeu de vigilance par rapport à un résultat, l'esprit critique, de challenger, etc. Et donc ça, c'est ce qu'il y a de plus dur à faire, parce que quand vous êtes dans une entreprise où il y a énormément de collaborateurs avec des métiers très diversifiés et des problématiques qui peuvent aller de celui qui fait, la transition énergétique jusqu'à celui qui est en agence et qui conseille des clients, et ça, c'est un vrai défi du quotidien, quoi. Merci. Et il y a une autre question, il me semble que c'est pour Caroline et Jean, même s'il y a un lien avec ce qu'on vient d'entendre. Alors, pourrions-nous en savoir un peu plus sur la culturation des salariés qui deviennent obligatoires? Le règlement n'en dit pas forcément plus, hein, c'est une ligne dans tout le règlement. En revanche, je pense que ça revient à ce que vient de dire Aldric, c'est que il faut former le personnel, et la formation, elle doit être la plus adaptée en fonction des métiers de chacun. Donc, c'est certainement le défi de chaque entreprise de savoir quels sont les outils qui seront utilisés par le personnel et comment les former correctement pour leur permettre d'éviter les risques liés à l'utilisation de l'IA. Alors nous, simplement dans le baromètre, c'était une des questions qu'on a posées, c'est quelles sont vos prévisions en termes de formation et quel type de formation. Et ce qu'on observe, c'est que en fait moins de la moitié des répondants nous ont dit qu'ils avaient soit ils avaient prévu de mettre en place une formation. Donc on a encore en gros, globalement, plus de la moitié de ces entreprises-là qui doivent se pencher sur la question. Et là où il y a un manque criant, dans l'étude, c'est vraiment sur les questions éthiques et de biais. Aujourd'hui, les formations sont plutôt centrées sur les questions de confidentialité et tout ce qui est lié à RGPD. Donc voilà, il y a un tournant à prendre à ce niveau-là, ouais. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Bonjour, merci pour la qualité de cette table ronde. J'ai une question, j'espère que ce n'est pas une question pointue. Je la pose quand même. Ça démarre comme ça en général. Surtout qu'elle est déclinée pour Monsieur Zappellini. Je la pose de manière générale. Est-ce que l'IA Act fait une différence entre les personnes morales et les personnes physiques? Par exemple, est-ce qu'un algorithme de scoring qui évalue des risques de défaillance de crédit d'une entreprise est considéré de la même façon qu'un risque pour des particuliers? Là, l'IA Act, pour le coup, c'est plus pour les particuliers, hein. Après nous, ça nous pose pas de problème particulier dans le sens où on avait déjà plein de réglementations préexistantes où les travaux nécessaires et indispensables en matière d'exigence sont déjà traités. Je parlais tout à l'heure du modèle risk management. Évidemment que les scores d'octroi, notamment entreprises, si vous le faites mal, forcément, ça peut avoir un impact assez conséquent pour une banque. Et donc, du coup, ils sont pris dans le scope de cette réglementation-là. Et puis, sur les scores d'octroi, d'aide à l'octroi de crédit, de toute façon, on a toujours eu cette habitude-là depuis qu'on fait des scores. Avant, il y avait le fameux dossier à déposer à la CNIL. Il était déjà extrêmement exigeant, notamment en matière d'explicabilité, de vigilance par rapport au risque de biais discriminatoires. Et donc, franchement, on n'est pas spécialement inquiet sur la mise en conformité sur ce type d'usage-là. Merci. Peut-être un petit complément. Il y a des fois, il y a de la propagation qu'on n'avait pas tout à fait anticipée. Je vais prendre juste un exemple des vidéosurveillance dans les trains. Nous, on vend à des entreprises, donc il n'y a pas de particulier. Sauf qu'à la fin des fins, on a un particulier. Donc ça veut dire que dans le cycle, maintenant, il faut qu'on prenne ça en compte. Mais on avait déjà les sujets GDPR, mais ce qui fait que, à nouveau, la culturation est un point important de dire, c'est pas parce qu'on vend à une entreprise qu'il faut pas se sentir concerné par cette IA Act. Merci beaucoup.
Encore une petite question du live. Est-ce que la mise en place de l'IA Act va mener à des nouveaux rôles, par exemple sur les sujets d'éthique? En fait, on avait déjà des rôles sur l'éthique. Après, en fait, l'éthique, c'est un sujet beaucoup plus large que l'IA. Et donc, on a déjà une charte éthique au Crédit Agricole. On a déjà notamment, souvent chez nous, il y a en tout cas dans les banques, il y a un département conformité qui s'occupe de la protection de la clientèle, et la dimension éthique est évidemment très présente dans ce type de fonction-là. Donc nous, on va s'inscrire en fait sur la partie IA dans le corpus global de ce que le Crédit Agricole fait en matière d'éthique, sachant que il y a des points spécifiques à l'IA. On l'a évoqué, effectivement, les risques de biais discriminatoires, c'est quelque chose de fondamental, mais d'une manière générale, c'était déjà présent au niveau du RGPD, il faut quand même se poser des questions sur est-ce que ce que je fais est utile à mon client? Est-ce que, par exemple, le degré d'intrusivité de l'utilisation d'une donnée est proportionné aux bénéfices que le client va en tirer? À partir du moment où vous posez ces questions-là, j'ai envie de dire, après, les réponses d'un point de vue méthodologique et technologique peuvent être différentes, mais l'essentiel, c'est de se les poser. Si vous les posez, vous avez déjà fait une grande partie de ce qu'il y a à faire. Là où il y a un risque potentiellement, effectivement, c'est ne jamais se poser ces questions-là. Là, pour le coup, problème. Mais c'est pas trop. Au Crédit Agricole, on se les pose plus tôt. Peut-être qu'on s'en pose trop, mais on se les pose quoi. J'ai encore une dernière question et après on arrêtera. Quels moyens avez-vous pour valider en conformité un SIA lorsque celui-ci est développé par une entreprise de taille internationale face à un GAFA par exemple? Comment on évalue? Alors, si j'ai bien compris Je la question. repose si vous voulez. Voilà, bon, nous par exemple chez Zelros, effectivement, on évalue avec des batteries de tests en définitive, donc de notre verticalisation et spécialisation assurantielle et banque. Par exemple, un des dispositifs, c'est qu'on a, de par notre expérience, identifié des prompts extrêmement complexes. C'est-à-dire que même un spécialiste, il lui faut plusieurs minutes, voire plusieurs dizaines de minutes pour comprendre la question, analyser le contenu et se prononcer, et que même un collège d'experts, il va y avoir discussion entre les experts pour répondre. J'ai le cas par exemple pour un banque assureur justement qui sur une question de est-ce qu'un résident fiscal en Suède peut souscrire à une assurance vie. Ça paraît simple, mais en fait il y a plein de questions sous-jacentes. Et donc on a une bibliothèque de prompts et on passe tous les LLM en fait au travers de cette grille-là. Donc clairement, et on a aussi des prompts très simples, hein, donc comme écrire une phrase avec le mot chien en 3e position par exemple. Bon, donc pour nos applications, on élimine les LLM qui savent pas répondre à ça, ou bien j'ai 3 pommes, hier j'en ai mangé 2. Combien m'en reste-t-il ce soir? Voilà, les LLM un peu bas de gamme vont faire 3-2 et on ne va pas comprendre hier et aujourd'hui. Voilà, donc nous, ce qu'on se dit, c'est que déjà, en vérifiant ça, on introduit une certaine sélectivité des LLM, et puis ensuite, par-dessus, on rajoute ces fameux prompts assurantiels. Et c'est ça qui nous permet, un des dispositifs qui nous permet voilà, de valider et de suivre les LLM. Et alors, pour la petite histoire aussi, on a identifié que même un LLM, je pense par exemple au GPT-4o, le GPT-4o du mois d'avril, par exemple, n'est pas le même que le GPT-4o du mois d'août. Et donc, il faut sans arrêt refaire. Normal, c'est pas la même saison. Voilà, c'est ça. Il faut, et on attend celui de décembre. Mais donc, il faut sans arrêt, voilà. Cette année, tu as une version Halloween. Hein, on va voir, c'est vrai, effectivement. Donc voilà, un des dispositifs, je sais pas si ça répond à la question, mais effectivement, on est extrêmement vigilant sur ces critères de sélection. Ouais, moi je fais peut-être un pas de côté. Peut-être que la question c'était aussi des équipes, des moyens, c'est-à-dire quels moyens réellement on a de s'assurer qu'un hyperscaler, par exemple, se mette en conformité par rapport à l'IA et à n'importe quelle réglementation. En réalité, nous, on va faire l'assessment. S'il y a vraiment quelque chose qui nous gêne d'un point de vue de notre cadre interne, on n'utilisera pas, tout simplement. Si ça te convient pas, tu l'utilises pas. Voilà. C'est comme toutes les licences. D'ailleurs, c'est une licence qu'on va signer vous utilisez le matos, mais c'est pas notre responsabilité.
ses responsabilités. Non, mais je prends un exemple qui est peut-être moins connu, mais par exemple tout ce qui est risque sur les copyrights, où on voit qu'il y a plein de procès aux États-Unis, mais bon, quand il y a des procès aux États-Unis, ça peut redescendre en plus fine quand même. Sur est-ce qu'il y a eu des violations des droits d'auteur, notamment dans l'apprentissage de ces grands modèles de langage. Bah, pour le coup, si vous considérez en tant qu'entreprise que vous pouvez être impacté par ça, bah, il va falloir de toute façon que vous traitiez ce risque-là. Alors on les pondère, on regarde, est-ce qu'il y a une probabilité, mais j'ai envie de dire, c'est pour nous, en tout cas en tant que banque, c'est notre métier d'analyser le risque. Donc du coup, on va l'analyser comme étant un risque, et puis on prendra la décision à la fois en termes d'usage, mais aussi en termes de réduction des risques, de mesures complémentaires. En réalité, ce sujet-là était déjà présent au RGPD, par exemple, notamment sur les transferts de données hors Union européenne ou des choses comme ça. Il y a des mesures, les clauses contractuelles type ou les mesures techniques, voilà. Et donc c'est pas un sujet qui est vraiment nouveau pour la plupart des acteurs en réalité. Merci beaucoup pour vos contributions et pour cet échange qui a été très intéressant. Ces regards croisés. Et puis voilà, le fait d'avoir partagé un peu plus dans le détail sur vos organisations spécifiques. Merci à chacun d'entre vous d'avoir été présent. Merci pour les questions.